Alors, bonjour à tous pour cette septième séance du séminaire. Oui, tout à fait. Tranquillement, on va avoir des gens qui vont s'ajouter. Moi, ce que je propose, c'est qu'on commence maintenant. Je céderai la parole à Julie Michel, qui pourrait présenter donc nos invités. Donc, toujours comme la formule qu'on fait toujours, 30 minutes chacun. C'est toi, Rémi, je pense, qui va prendre la parole là-bas. Ensuite, on va avoir un temps de discussion, suivi par la présentation de Marine et un temps de discussion par la suite. Alors, Julie Michel, à toi la parole. Parfait. Bonjour tout le monde. Merci d'être là ce matin. Je vous présente notre premier invité, qui est Rémi Soyer, qui est maître de conférence à l'Université Paris 8, qui est aussi co-responsable de la formation Arts et technologies de l'image. Ses travaux portent sur les pipelines de production dans les industries de l'image à l'intersection des dimensions sociotechniques et informatiques. Et aujourd'hui, Rémi Soyer nous propose une intervention intitulée IA générative et pipeline en recomposition, enjeux pédagogiques en situation de production. Donc, à partir d'observations en studio et d'une expérience qu'il a menée depuis 2 ans avec des étudiants, il interroge ce que les outils comme UI font concrètement aux chaînes de fabrication existantes et aussi ce que cela implique pour la formation. Donc, merci d'être avec nous ce matin, Rémi Soyer. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de partager mon écran. Comme ça, vous aurez mes super slides euh, qui vont être là. Tac. Normalement, ensuite, si je mets ça là, tac. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui, Oui, très bien. Super. Bon, bah merci beaucoup pour cette invitation. C'est un super plaisir et c'est ce qui est assez fascinant, c'est que c'est vraiment un point d'orgue très intéressant dans ma recherche, puisque donc comme je disais, enfin, je suis un peu sur une période de ma recherche où j'ai pas mal étudié les pipelines de fabrication dans le secteur de l'audiovisuel. Je reviendrai sur ce que j'entends par pipeline et ce secteur-là, comment je le définis. Et là, je suis vraiment sur une période où, un peu comme tout le monde, j'intègre l'intelligence artificielle qui transforme ma recherche. Et donc, je suis sur un projet de recherche qui est en train de se monter et, où on est sur, voilà, sur vraiment un travail d'observation de terrain en secteur professionnel des IA génératives. Donc, il y a vraiment une grande transformation dans ma pratique et la présentation sera à cette image. Donc, je vais pas repréciser qui je suis, juste quelques petits éléments qui peuvent aussi vous situer, c'est-à-dire, donc moi je suis dans un laboratoire qui est un peu général en fait, qui s'intéresse aux arts des images, arts contemporains, notamment je suis dans ce qu'on appelle un atelier, c'est une sous-équipe en quelque sorte, qui s'appelle Image numérique et réalité virtuelle. Et ATI, ça a été fondé par des cofondateurs, enfin, des pionniers de l'art numérique que sont Edmond Couchot, Marilène Tramu, Michel Brett, entre autres. Et j'avais notamment fait tout un travail de généalogie de la pensée d'Edmond Couchot dans les arts numériques, qui était plutôt un travail très théorique en fait, mais qui me permettait de revenir un petit peu sur comment les technologies de l'image avaient un peu transformé à la fois les logiques de fabrication dans le secteur industriel, ce que Edmond définissait bien, comment les concepts ont commencé à émerger petit à petit, et aussi se poser cette question dans les 40 ans de publication d'Edmond, de comment enseigner les technologies de l'image, voilà, alors que c'est tout nouveau. Et on se repose un peu cette question-là avec les IA génératives, et c'est un peu le cœur de la présentation, c'est comment enseigner ces images génératives. Donc moi, je vais vous faire un retour un peu de 2 ans sur ce point-là. Mais avant de vous présenter ce point-là, je trouvais que c'était très important de revenir sur les observations de terrain en situation professionnelle, parce que je pense justement que c'est à partir de ces observations que commencent à se définir certaines évolutions justement sur cette approche un peu pédagogique. Et j'ai pas mis de chronomètre, donc j'espère que je vais pas être hors temps. Je vais essayer de faire attention. Donc, quelques éléments de définition. Donc, qu'est-ce que j'entends par pipeline? Pour moi, donc, c'est un objet socio-technique, c'est-à-dire que je l'intègre vraiment à la fois dans sa dimension technologique. Pipeline, quand on interroge des gens du secteur du cinéma d'animation, jeux vidéo, VFX, post-production, va y avoir toutes sortes de définitions et selon qui on interroge, la vraie question, c'est où se situe la vérité.
Est-ce qu'elle se situe plutôt du côté de la production et donc de l'argent, des flux financiers, de l'organisation du travail? Ou est-ce que si on interroge des gens plutôt du développement, ça va plutôt être, bah, ça se situe dans les données, dans les logiciels, dans l'organisation des chaînes de fabrication, etc. Donc le pipeline, c'est un objet qui est très multiforme, qui est très organique, qui évolue énormément en fonction des studios, des productions, des pays et de qui on interviewe. Donc moi, je le sous-divise en fait en deux sous-concepts qui sont un peu plus simples en fait à appréhender, qui vont être le workflow et le data flow. Alors, je reprends le langage en fait qu'on me donne en fait. Le workflow, en gros, c'est tout simplement le flux de travail, c'est la chaîne de fabrication par métier. C'est-à-dire, on va dire, bah, dans un premier temps, on va avoir des étapes de modélisation, c'est-à-dire la création d'objets 3D. Le surfacing, ça va être créer l'apparence texture, puis de l'animation, etc. Alors ça, c'est une description workflow du pipeline. Et après, on peut avoir une description data flow qui va être de dire, bah, dans tel logiciel, je vais créer des fichiers 3D qui vont être sauvegardés dans des FBX, dans des .mb, etc. Je vais extraire ça dans d'autres logiciels qui vont me faire extraire des fichiers .tif, .png, puis je vais, voilà, au final, livrer une image en 4K, 16 bits, etc. Voilà. Un autre type de langage qui est beaucoup plus informatique, beaucoup plus technique, tel qu'on le voit. Et encore, c'est un peu la face émergée parce qu'on peut aller vraiment très très loin sur des logiques de système d'information, une architecture CI/CD, etc. On peut aller vraiment très très loin sur la partie data flow. Data flow, c'est vraiment c'est le flux des données, c'est comment, d'un point de vue purement informatique, les données vont d'un point A à un point B. Et ça, c'est des outils qui me permettent d'analyser donc les pipelines de fabrication. Et ce qui m'intéresse, c'est comment les pipelines, dont on va dire qu'ils sont classiques ou traditionnels, sont transformés par les intelligences artificielles dans les secteurs de l'animation, du jeu vidéo, des VFX et de la post-production. Donc forcément, moi, à ATI, en art et technologie de l'image, j'enseigne bah, la création d'objets 3D avec Maya ou Blender, j'enseigne la programmation avec le GLSL pour faire des cours de mathématiques déguisés. Mais sachant que les principes de GLSL et d'informatique graphique derrière sont à la base des algorithmes de 3D pour tous les moteurs, que ce soit Arnold, Renderman ou Cycles, pour pas sortir encore d'autres termes techniques, mais voilà, c'est tout un écosystème. Voilà, donc j'ai une certaine habitude classique d'enseignement de ces logiciels-là. Je me retrouve depuis 2-3 ans, comme beaucoup de mes collègues et confrères, confrontés à bah, ces outils qui disent faire les choses à la place de ces techniques traditionnelles. Et je me retrouve aussi avec des étudiants et étudiantes qui arrivent avec des outils et qui sont capables en quelques secondes de produire du code où je mets un semestre en fait à l'enseigner. Donc, le problème, c'est qu'il y a à la fois ce constat qui est un peu surprenant et après, il y a une réalité de terrain qui est concrètement, est-ce que ces images sont vraiment utilisables en production? Et donc, est-ce que les professionnels les utilisent vraiment? Est-ce que le savoir qu'on fait avec, qu'on émerge de ces outils-là est vraiment utile en production? Est-ce qu'il facilite l'insertion professionnelle? Et donc, est-ce que pour moi, en tant que responsable pédagogique, est-ce que c'est pertinent d'enseigner ces outils-là? Comment je les intègre? Comment ça transforme nos plaquettes pédagogiques, etc. Voilà. Il y a plein de questions que je vais vous préciser avec tout ça. Notamment, j'interroge beaucoup la facilité. La facilité qui a l'air d'être très apparente ou qui est pour moi très marketing. Et quand on observe le terrain, elle est un petit peu plus complexe. En sachant que j'utilise beaucoup comme UI, mais je reviendrai un peu sur les outils, parce qu'il y a tout un écosystème extrêmement dense et très riche d'outils. Tripo AI, on a Seedance en ce moment qui fait beaucoup de bruit sur le cinéma, Flux, One, Qwen. Voilà, il y a tout un écosystème des centaines et des milliers de modèles. Et si on va sur la plateforme Hugging Face, on a voilà, d'une pléthore de modèles, de générations de toutes sortes et pas que d'images, voilà, qui font que ça commence à devenir extrêmement complexe de cartographier et d'avoir un discours critique de quoi enseigner. Mais je reviendrai sur ça juste après. 13, génial. Alors, il y a un discours des fournisseurs que je trouve extrêmement intéressant, qu'on retrouve beaucoup et qui était déjà un peu là il y a 2-3 ans, mais qui aujourd'hui, je trouve, commence à rentrer en tension. Par exemple, Tripo AI 3D, qui est une plateforme qui propose de faire de la génération 3D à partir d'une image, qui est effectivement très saisissante. Si on envoie un concept art 2D en image d'entrée, ça peut nous sortir en sortie 3D un modèle 3D qui est effectivement assez intéressant, qui coche beaucoup de cartes de conformité des spécifications professionnelles, avec un dépliage UV, avec un rigging, une animation. Et il y a cette phrase que je trouve très intéressante, c'est All-in-one seamless workflow,
Bring your ideas to life faster, smarter and easier than ever. Donc, il y a quand même un discours de ça va rendre votre productivité, ça va améliorer les choses, ça va être plus simple. Mais derrière ça, évidemment, se confronte tout plein de discours dont vous avez certainement connaissance, qui est les grands conflits sur ça va remplacer notre travail, on va mettre des IA à notre place, donc on va perdre notre emploi, où va être la créativité, et les questions écologiques, et les questions de droit d'auteur, et les questions de politique, des perceptions à travers les IA, etc. Voilà. Donc il y a toutes sortes de débats qui rentrent en conflit avec ça. Maintenant, si on essaye d'observer un peu finement, c'est-à-dire concrètement, on prend ces outils et on se demande, OK, est-ce que c'est vrai que je peux les utiliser en situation de production? Est-ce que l'outil va me sortir? Est-ce que concrètement, oui, un studio a un intérêt à l'utiliser? Comment il les utilise et avec quelle entrée, quelle sortie, quel contrôle? Et est-ce que ça peut se mesurer? Et c'est pas si simple que ça, en fait. C'est-à-dire que il y a souvent un effet de démo et un effet waouh qui se passe avec ces outils, c'est-à-dire qu'ils sont dans des choses un peu fermées, dans un format SaaS en ligne comme ça, où on peut avoir une donnée d'entrée, une donnée de sortie qui est saisissante. Mais après, dès qu'on veut commencer à mettre face à des critères professionnels du cinéma d'animation, de la post-production, de jeux vidéo, c'est un petit peu plus subtil que ça. Par exemple, si on prend la démo, on entend beaucoup parler de Seedance, qui est effectivement un générateur de vidéos qui est très saisissant. Mais si vous allez sur le site officiel, vous verrez cette vidéo absolument fascinante d'un pizzaiolo qui est en train de faire sa pizza. Et on a un long plan séquence qui traverse une vitre, qui fait disparaître la vitre, qui est déjà un effet spécial qui est effectivement, objectivement complexe à mettre en place sur un set. Et on voit la caméra qui s'approche du pizzaiolo et qui à un moment se tourne vers la droite. Et donc, le pizzaiolo met la pizza dans la boîte et donne la pizza au client. Sauf que si on regarde très attentivement la spatialité de la scène, le client, il se situe entre le plan ici et le four. En fait, là, le client, là, vous voyez dans l'image en bas, il est quasiment en train de toucher le four. Donc là, je pense qu'il a très, très feu dans son dos. Et ça, c'est ce qu'on appelle un faux raccord. Le problème, c'est que les images, en fait, les images génératives ont tendance à créer une impression de cohérence, mais n'ont pas conscience de la spatialité, forcément, de ce qu'elles vont produire. Il y a souvent des effets d'aberration, et même si on peut avoir un effet cohérent dans un ensemble, quand on regarde dans les détails finement, c'est pas si simple. Il y a à la fois ce côté de cohérence spatiale, il y a aussi le problème de la consistance, même si Silence quand même résout beaucoup ça, c'est-à-dire la consistance, c'est comment les choses sont cohérentes d'un plan à un autre ou entre des vidéos entre elles. Tout simplement, c'est que si on a un acteur généré, bah, on doit retrouver les éléments caractéristiques de son anatomie d'un plan à un autre. Et là, on a typiquement quelque chose qui est à peu près cohérent, mais qui nécessiterait pour le coup de l'itération. C'est-à-dire qu'on va devoir régénérer la vidéo, améliorer les choses, repréciser les choses. Et là, on commence à aller dans quelque chose d'un petit peu intéressant dans cette utilisation des outils, c'est qu'en fait, ils sont pas si clés en main que ça, en fait. Ils vont rapidement, et souvent avec un coût financier quand on passe par des plateformes web, générer des images ou des vidéos intéressantes, mais il va falloir souvent refaire une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois l'image ou la vidéo, et parfois avec des services différents. Il y avait aussi cet exemple que je trouvais très intéressant sur les discours, c'est tous ces influenceurs qui disent oh, ça fait seulement un jour que la chose existe et le monde n'est déjà pas prêt pour ça. Et je vais avancer, puisque je sens déjà que je vais être en retard. Il ne faudra pas hésiter à me couper, parce que je sens que j'en ai des bonnes choses à dire, hein, mais, comme Julie. Ça va très bien, Rémi. Ça va très bien jusqu'à présent, même si tu débordes un petit peu, c'est très intéressant, donc c'est Ok, correct. super, merci. Donc, il y a quand même pas mal d'études qui commencent à arriver. On commence à avoir du recul, ou voilà, qui soit scientifique, qui soit à travers des observatoires. En France, on a notamment le CNC, qui est le Centre national du cinéma et de l'image animée, qui est un établissement, enfin une institution qui est très très importante en France parce qu'elle est financée en très très grande majorité par les revenus du cinéma et de la télévision. Et ensuite, elle va redonner une partie de ses fonds à la fois pour faire des observations, des rapports sur le territoire français, et en même temps va contribuer au financement du film, des jeux vidéo, des créations numériques en France. Donc c'est un acteur assez incontournable qui explique la puissance de l'écosystème français dans le secteur des industries culturelles et visuelles. Et notamment, il y a un observatoire de l'IA que je vous invite à consulter, où il y a plusieurs rapports qui commencent à se mettre. Et ce que l'observatoire a essayé de faire, c'est de prendre, par exemple, des métiers cibles et d'interroger des acteurs et des actrices professionnels de ces métiers et de leur demander, bah, objectivement,
c'est quoi votre impact avec ces outils? Est-ce que vous les utilisez? Est-ce que vous les utilisez pas? À quel point vous estimez que c'est intéressant, pas intéressant, utile, pas utile? Parce que vous êtes les expertes et les experts du métier. Voilà, faites-nous remonter vos retours de terrain. Donc ça, c'est un peu leur démarche que je trouve assez intéressante parce qu'elle permet de contrebalancer ce discours marketing qu'on peut avoir. Et là, tout de suite, en fait, on a des retours qui sont un peu plus circonstanciés. Bon, pour le moment, certaines études, celle que je vous montre par exemple, qui est la toute dernière, qui essaie de demander un peu objectivement au studio, bah, est-ce que vous utilisez les outils d'IA générative? Parce que officiellement, vous ne les utilisez pas, on le sait bien, parce que vous n'avez pas le droit. Mais voilà, donc les choses ont été faites anonymement, et comme on a eu, donc, si je dis pas de bêtises, 67 répondants. Ce qui est pas ridicule, mais qui, à l'échelle du marché français, est malheureusement ridicule, parce qu'on est sur plusieurs centaines de studios, si on est en jeux vidéo, animation et post-production, on est vraiment sur plusieurs centaines, voire un bon millier, à mon avis, de structures. Donc l'échantillon reste quand même assez faible, mais suffisamment significatif pour donner une tendance. Et qu'est-ce qu'on observe? Alors, toutes sortes de choses. C'est que déjà, les répondants et répondantes, voilà, c'était vraiment toutes sortes de productions, courts-métrages, documentaires, longs-métrages. Alors là où c'est intéressant, c'est ont déjà essayé 70%, surtout les répondants et répondants, et notamment en post-production, on était proche de 90%. Et les chiffres étaient même encore plus précis, mais c'est pas totalement dit là. C'est en réalité les 90% en post-production intègrent les outils de façon structurante dans leur production et sont dans un discours où de toute façon, soit on le fait, soit on n'est plus compétitif face aux concurrents. Donc il y a une pression dans le secteur de la post-production qui peut s'expliquer pour plein de raisons que je ne pourrais pas détailler là, mais là où le secteur de l'animation est beaucoup plus en frein, on parlait plutôt de 60% en termes de tests, mais après en termes de structuration, c'est pas du tout au point encore parce que la production d'animation est beaucoup plus fragmentée que dans la post-production et surtout elle intègre un scope de créativité qui va vraiment de la pré-production jusqu'à la livraison, là où la post-production peut s'intégrer sur, on reçoit des images filmées sur le set d'un plateau. C'est pas tout à fait la même dynamique, ça explique pas les mêmes choses. Après, ce qui était intéressant, c'était d'observer que les logiciels qui étaient remontés, c'était essentiellement des sociétés implantées aux États-Unis. Donc, se pose la question de la souveraineté à travers ces outils, du fait de partager non seulement les images et donc de la confidentialité. Donc, ce qui fait que si on est dans une production où on est dans un accord avec un TPN américain où il faut surtout pas balancer les données n'importe comment, c'est pas possible. Si en plus d'envoyer les images, mais on envoie aussi son process de créativité. Donc il y a des questions d'enjeux de souveraineté qui amènent beaucoup de sociétés à essayer de développer des solutions en interne. Mais qui dit des solutions en interne, ça veut aussi dire qu'il faut développer des R&D en interne. C'est extrêmement complexe, ça vient des années. Et d'autres aspects, ils revenaient aussi beaucoup sur est-ce que concrètement, vous trouvez ça intéressant? Et le degré de satisfaction était positif, plutôt satisfait, on le voit en vert clair, mais plutôt pas satisfait n'est pas non plus anodin en fait. Donc on voit que c'est quand même assez mitigé pour le moment par rapport à ces résultats d'enquête à travers cette enquête sur un échantillon faible mais assez représentatif. Une autre étude très intéressante, toujours du CNC, mais cette fois-ci avec l'AFDAS, qui est ce qu'on appelle un opérateur de compétences chez nous. Donc, c'est des gens qui gèrent principalement l'alternance, c'est-à-dire vraiment le lien entre la formation et le secteur professionnel. Donc, c'est des gens qui ont vraiment à la fois le carnet d'adresses des formations en France et des secteurs professionnels. Et donc, bon, il cite beaucoup de choses, notamment un groupe qui s'appelle Creative Machines, qui est extrêmement intéressant, qui essaie de cartographier les outils d'intelligence artificielle générative à usage d'images, principalement dans le secteur créatif. Il y a toutes sortes de choses très intéressantes qui ont été soulevées à travers cette étude, qui est un peu plus textuelle et beaucoup moins schématique. Mais en gros, ce qui est remonté, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui sont peut-être de moins en moins euh, dans un format tout en un, c'est-à-dire on fait tout d'un coup, mais plutôt vont essayer de se préciser de plus en plus sur des corps de métier. Et notamment des outils dits legacy, c'est-à-dire des outils qui vont s'intégrer directement à d'autres outils déjà implantés dans le secteur industriel. Donc typiquement, c'est le Firefly d'Adobe qui fonctionne très très bien avec Adobe puisque la plupart des studios audiovisuels ont déjà Adobe et en fait c'est juste une extension de compétences comme un nouvel outil. Là où utiliser Comfy UI, c'est apprendre un nouveau logiciel mais aussi un nouveau mode de fabrication.
Comme je le disais en introduction, il y a une pléthore de modèles et de systèmes de génération des images qu'on remarque à bien des égards. Et en fait, commence à se développer non pas seulement la compétence d'utiliser les outils, que ce soit Firefly dans un format legacy ou Comfy UI comme un nouveau paradigme de création des images, mais aussi la question de savoir gérer les modèles, en fait. Savoir prompter est une chose, mais savoir connaître les modèles et comment les modèles réagissent au système de calcul, c'est une capacité dite de curation être curateur comme en art, c'est-à-dire être capable de réaliser une exposition, de connaître les artistes, les œuvres, et d'être capable d'organiser son exposition ou un ouvrage à travers une identité générale. Mais on retrouve en fait ce type de compétences dans les modèles de génération. Et on le voit, en fait, quand on utilise un peu ces outils, on se dit peut-être qu'effectivement, le modèle Flux est peut-être un petit peu plus précis, mais il est peut-être un peu moins permissif sur certaines choses. Donc, je vais peut-être plutôt utiliser un Stable Diffusion 1.5 parce qu'il a une plus grande variété, il est beaucoup plus généraliste. Mais je vais devoir utiliser peut-être un système de contraintes un petit peu moins élevé parce que je sais que dans ce contexte-là, etc., etc. Voilà. Donc, il y a une capacité qui relève moins de la maîtrise d'un outil que de la capacité à connaître finement les modèles et d'une certaine manière leur dataset implicite généré avec ces modèles. Et donc tout ça, tout cet embryon amène aussi une transformation inévitable des façons de fabriquer dans les studios et donc des pipelines. Parce que jusque-là, on avait des pipelines qui étaient assez standardisés, entre guillemets, je mets des très très grosses guillemets parce que ce n'est absolument pas standardisé. Mais contrairement à l'IA, qui lui par contre va complètement tout contrebalancer, je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail après. Bref, autre chose qui était intéressante dans cette étude, c'est-à-dire qu'elle s'interrogeait notamment comment les formations se positionnaient au regard de l'intelligence artificielle. Et ce qu'elle remarque, c'est que en interrogeant, je ne sais plus, une trentaine, une cinquantaine de formations, et concluait cette étude que tout est en pleine structuration, en fait, avec beaucoup de sensibilisation courte, peu de formation très avancée, et surtout une forte incertitude sur le niveau d'intégration à adopter. Et moi-même, je vous donnerai des exemples très personnels sur ce point-là. 26, il faut que j'accélère. Voilà. Alors, je complète ça avec des observations de terrain. Je ne peux pas vous donner le nom des studios parce que c'est confidentiel, mais croyez-moi sur parole, ce que je vous dis est très scientifique. Donc, certains studios me faisaient remonter des pratiques en fait qui étaient très intéressantes. Notamment, certains studios me disaient qu'en pré-production, c'est-à-dire toute la phase de conception ou de dialogue avec le client, c'était intéressant parce que ça permettait de générer des images avec les mots des clients et clientes. Ça permettait de faciliter le devis ou le projet avec les clients. On est d'accord sur une image, on est d'accord sur une intention visuelle, et maintenant, on repasse sur des outils traditionnels. Typiquement, ça se fait. Là où, par contre, sur le livrable, les enjeux sont plus complexes, parce que quand on veut livrer typiquement une vidéo pour du cinéma, on attend en sortie un format vidéo très précis, on peut attendre du 4K, on peut attendre du 16 bits, on peut attendre un format de compression particulier, donc avec un codec de compression vidéo particulier. On ne peut pas se permettre d'avoir des petits pixels étranges, et surtout, sur la nature même de ce qui est représenté, on ne peut pas se permettre d'avoir 6 doigts, on ne peut pas se permettre d'avoir des faux raccords. Voilà, donc il y a toujours le même degré d'exigence d'une image classique, sauf que va s'ajouter en plus des nouveaux degrés d'exigence qui vont être liés à la transformation et la conformité d'une IA vers un schéma classique. Un autre exemple d'un autre studio, dont je ne peux pas citer le nom, euh, qui m'indiquait, par exemple, le schéma suivant, comment ils faisaient pour utiliser des IA génératives dans leur quotidien. Eh bien, ils me disaient, c'est simple, j'utilise 3-4 services en ligne, dont je paye un abonnement pour chacun de ces services, je génère X images, je garde 50% des images générées. Et sur les 50% d'images générées, donc il y en a 50% qui vont à la poubelle et dont le budget alloué. Et je vais retravailler l'image entre 80 à 90% pour l'intégrer dans des plans un peu plus longs. Donc, à la fois, on voit la dépendance avec ces outils-là, on voit aussi la perte financière qu'elles peuvent représenter dans cet exemple particulier. Hein, bien sûr, c'est pas général, ce n'est qu'un exemple particulier. Je vais à la piscine. Ok. Et je reviendrai avec une quiche. Ok. OK? Bon Pour appétit. venir avec de la salade, j'ai plein de salade. Hein? C'est bon. Et bon appétit, bien sûr. Donc voilà d'autres exemples. Un autre exemple d'un studio, j'interrogeais un CEO d'un studio d'animation qui me disait qu'ils avaient abandonné le développement en interne d'outils d'intelligence artificielle générative parce que c'était un niveau de compétence que personne n'avait dans l'entreprise, personne n'était capable de les encadrer et ils préféraient faire le choix de ne rien développer
de laisser attendre que des outils se standardisent pour commencer à les intégrer vraiment dans leur production, ou bien d'avoir des nouvelles jeunes générations qui arrivent avec ces outils clairement. Bref, il y avait toutes sortes de choses que j'ai pu observer, notamment des écrans remplis de Comfy UI dans certains studios. C'est pour ça que je me suis amusé à faire cette génération d'images un peu comparative entre Comfy UI et Gemini avec le prompt peux-tu me générer une image à des fins d'illustration? Voilà, on voit des écrans avec Comfy UI. Bon, c'est ce que j'ai vu sans les dinosaures et les voitures et les feux d'artifice, bien sûr, mais je trouvais ça intéressant. Alors après, pour expliquer un petit peu plus ces histoires de transformation de pipeline et comment j'imagine que ça se recompose, pour résumer de la façon la plus minimale possible un pipeline, on va dire plutôt un workflow, on va dire qu'on a une étape de fabrication, puis à la fin une étape de livraison, et entre deux, il y a des étapes de validation. L'étape de validation va faire qu'on va revenir sur l'étape de fabrication, ce qu'on appelle une retech. Voilà, c'est le schéma très classique et tout ça, ça se sous-découpe à tous les corps de métier et parfois à des blocs de corps de métier. Voilà, donc je dirais, c'est un peu la structure minimale dans une chaîne de fabrication. Là où quand on est dans un monde un peu plus intelligence artificielle, et c'est un petit peu ce que je vous décrivais avec les exemples, c'est qu'on est plus sur de la génération, du tri et donc de la poubelle, de la correction éventuelle pour que ça s'adapte, et pour que ça soit utilisable, de la validation. Si c'est pas validé, ben, on refait de nouvelles générations, donc on redépense encore de l'argent, soit sur des services ou sur des solutions locales, à condition qu'on ait eu les compétences en interne pour développer ces solutions locales. On fait de la conformité, donc là on rechange encore l'image, on la transforme en 4K, on la passe du 8 bits au 16 bits, ce qui veut rien dire, ou on l'intègre sur des portions et des images, puis enfin on fait la livraison. On a des éléments de complexité, et ça, sans cette structure minimale, c'est un petit peu plus complexe. Alors j'ai préféré, au début, j'avais dit pipeline dit classique, traditionnel, pipeline IA. Maintenant, je préfère distinguer pipeline déterministe et pipeline probabiliste. Parce que quand tu utilises ces outils d'intelligence artificielle, d'image ou de vidéo, on est sur des systèmes de statistiques, on est sur de la probabilité, on a un pourcentage de chance d'à peu près y arriver, et on est sur un format un peu boîte noire. On peut pas totalement contrôler les flux, que ce soit les flux d'entrée ou de sortie, on peut les donner soit sur des services extérieurs, et si on est en interne même, on est potentiellement sur des boîtes noires. Certains modèles ouvrent complètement à la fois leurs algorithmes et leurs datasets, ils sont pas tous dans ce cas-là. Donc on peut être tenté d'utiliser des services beaucoup plus fermés parce qu'ils sont jugés plus efficaces, mais par contre on ne sait pas forcément comment ça se passe à l'intérieur, et notamment on n'est pas totalement sûr que l'image en sortie ne contienne pas des éléments qui soient sous propriété intellectuelle. Et c'est extrêmement complexe, notamment quand on veut livrer quelque chose pour justement générer une propriété intellectuelle, ce qui amène tous les différents procès dont vous connaissez actuellement. Si je résume un petit peu ces deux types de pipelines différents avec quatre critères, mais j'en ai vraiment énormément. Donc, en gros, on peut dire c'est que la finalité du pipeline, donc, quand il est standard ou déterministe, il va être de produire des outputs contrôlés. Pourquoi? Bah, pour contrôler chaque étape, pour diminuer le risque de la production, pour s'assurer que chaque élément arrive dans les temps. C'est aussi anticiper et budgétiser une production. Vous me demandez de réaliser telle vidéo ou tels éléments. Moi, je suis capable de rationaliser la production et de vous dire ça prendra tant de temps, tant d'argent, tant d'employés. Donc, on rationalise la production. Là où dans l'IA générative, on a quand même une certaine inconnue qui est quand même assez forte, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas d'inconnu hein, dans les formats de studio très classiques, mais on repose quand même beaucoup plus sur un aspect probabiliste qui va, lui, amener une dimension où on va devoir filtrer, stabiliser et rendre exploitables les outputs qui peuvent être incertains. Ce qui fait que ça explique un petit peu pourquoi beaucoup de studios vont dire que bah, ils sont un petit peu contraints de retravailler leurs images et finalement d'avoir une façon de fabriquer classique qui vont hybrider avec ces outils d'IA générative et donc de devoir bricoler et hybrider des IA génératives et des techniques dites traditionnelles, sachant que quand on dit traditionnel, en fait, on entend surtout des logiciels hautement techniques comme Maya, Houdini et consorts. Bref, d'un côté plutôt la transformation des données, là où l'autre on est plutôt sur de la sélection, validation, conformité. D'un côté on est plutôt sur du continu, du structuré, du versionné pour les pipelines déterministes, et de l'autre on est plutôt sur du fragmenté, hétérogène et souvent discontinu. Voilà. Et donc la traçabilité est forte dans l'un mais plutôt faible dans l'autre quand on est dans la question de l'IA générative. J'accélère, hein, je suis désolé, je parle vite. J'ai peur de ne pas trop exposer mon temps. Donc, mes observations en pédagogie. Donc, j'ai pu faire plusieurs ateliers. Donc, depuis 2 ans, je fais un atelier comme UI avec mes étudiants. Je leur demande de produire des images.
Et avant ça, ça m'a amené quand même certaines questions, parce que moi, fondamentalement, ce qui m'intéresse à ATI, c'est comment enseigner la création avec des nouvelles technologies. Parce que depuis 40 ans, on a vu, voilà, à l'origine, quand il n'y avait pas du tout de logiciel qui était standardisé, eh bien, on apprenait nous-mêmes à programmer nos logiciels. Avant Maya, avant Blender, par exemple, à ATI, on enseignait Aniflow, qui est un logiciel qui est absolument pas connu, qui est très, très, très niche et très interne, mais on apprenait à créer avec ce logiciel-là. Quand Maya ou XSI avant Maya sont arrivés, eh bien, on a eu toute une génération d'étudiants qui sont arrivés avec XSI, puis Maya, et qui ont commencé à dire Aniflow, ça sert à rien. Voilà. Donc il y a eu à la fois cette question, c'est comment on enseigne à nos étudiants à passer d'une technologie à une autre, donc d'un paradigme de création de nouvelles technologies à un autre, pour former des gens qui soient capables, d'ici 5 ou 10 ans, d'accepter qu'il va y avoir des nouveaux paradigmes. Il y a 5 ou 10 ans, on avait eu les moteurs temps réel qui ont transformé aussi l'industrie avec ces solutions-là. Bon, entre-temps, on a eu un peu métaverse, on a eu un peu NFT, mais on les a un petit peu oubliés. Mais 10 ans avant le temps réel, on avait aussi tout ce qui était stéréoscopie, réalité virtuelle. Voilà. Il y a eu des grandes révolutions comme ça. Aujourd'hui, c'est les intelligences artificielles génératives. Et dans 10 ans, ça sera peut-être encore autre chose. Ce n'est pas totalement sûr. Il y a plein de pistes. Bref, est-ce qu'on doit pour autant enseigner systématiquement chacune de ces nouvelles technologies? Est-ce que le succès marketing annoncé est-il vraiment un critère d'enseignement? Et on voit d'ailleurs que dans la réalité de terrain que j'essaie de vous exposer, c'est pas si simple que ça, parce que les professionnels eux-mêmes ne sont pas forcément sûrs de comment utiliser ces outils-là, sachant qu'ils amènent des énormes transformations des structures de fabrication. Donc voilà, tous ces éléments-là amènent toutes sortes de transformations. Donc, ce que je fais avec mes étudiants, c'est que je leur demande d'utiliser comme UI et d'essayer de pousser le curseur le plus loin possible. Par exemple, je vais avoir quelqu'un qui aime beaucoup faire de la composition d'environnement et je vais lui demander, bah, crée un environnement et essaye d'utiliser ces outils-là pour le générer de façon photoréaliste. Ou un autre va essayer de générer toutes sortes d'images, voilà, de personnages, pour essayer de comprendre un petit peu jusqu'à quel point il peut faire de la variation sur un personnage qui a déjà été créé. Et alors, ce qui est très intéressant et très drôle, c'est que j'ai demandé surtout à mes étudiants de montrer les problèmes. Allô, puis là, je dis allô, oui. Puis là, il dit comment Et tous les étudiants ont montré des slides de leurs erreurs, en fait, du temps de calcul qui occupait voilà, 1960 secondes sur une machine qui était pourtant des machines très puissantes. On parle de PC gamer avec des RTX 4090, ou des graphes qui n'en finissent pas, des nombreux messages d'erreur, ou des dizaines et des centaines de gigas juste pour réaliser une image, sans compter le temps de téléchargement. Parce que forcément, si j'ai 30 étudiants qui téléchargent chacune 30 gigas en même temps, eh bien, je commence mon cours et on commence en fait dans 2 ou 3 heures, le temps que tout soit installé opérationnel. Ce qui fait que c'est pas forcément simple en fait à installer juste d'un point de vue logistique. Et une fois que c'est mis en place, on a des tonnes d'erreurs, ce qui fait qu'on doit avoir un support technologique qui est extrêmement complexe. J'ai Jennifer Marignan, par exemple, qui me proposait, qui elle fait du concept art et qui fait notamment du surfacing de personnages. Et à partir de son personnage qu'elle a fait, elle a fait une génération en ZDS et elle a fait des variations pour avoir des variations de texture pour s'inspirer. Donc là, c'est un workflow qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'elle réinsère dans Comfy UI ses propres données de travail pour avoir des variations et se donner l'inspiration. Donc voilà, elle avait notamment utilisé le modèle de base Dream Shaper 8, qu'elle trouvait qui était très biaisé, parce qu'il y avait un gros male gaze, elle trouvait que les formes étaient un peu trop sexualisées, que la ZDS dans ce contexte-là, c'est-à-dire l'information de profondeur que vous voyez là, elle était peut-être pas assez précise pour les outils, et qu'il fallait que le prompt soit quand même extrêmement détaillé pour pas forcément aller dans du trop n'importe quoi. Mais elle trouvait quand même qu'en conclusion, c'était assez rapide et très intéressant pour faire du brainstorm, vraiment, voilà, d'itérer sur une phase de pré-production. Sur un autre exemple, un projet de Fred Bello, Jean-Léon Blanchard et Maëlys Benkelfala, ils avaient généré un environnement 3D que j'ai pas là dans les images, vous n'avez pas, mais c'est vraiment, il n'y a pas de texture, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de couleur. Et ça a été réinséré uniquement avec les lignes de force pour essayer de comparer un petit peu à quel point ça peut générer des formes un petit peu variées. Ah, ils ont eu énormément de mal à utiliser cet outil qu'ils ont trouvé qui n'était pas du tout clé en main. Ils avaient besoin
d'avoir un dragon, puis finalement ça leur a fait un lézard. Ils voulaient quelque chose de futuriste, et puis finalement, futuriste, c'était un terme qui était trop vague, c'était pas assez clair. Donc sur une image générale, en fait, ils se sont rendus compte que bah, prompter, ça suffisait pas, en fait. Il fallait réussir à faire preuve d'un énorme niveau de précision, que l'image seule ne suffisait pas, et qu'il y avait une technicité des outils à avoir. Et qui finalement, eh bien, parfois, ça aurait été peut-être mieux de faire les choses un peu par eux-mêmes. C'était leur conclusion, on la partage pas. En tout cas, ça leur avait permis de se sentir un peu sécurisés. En fait, ce que j'ai pas dit, c'est qu'à chaque fois que je commence cet atelier d'une semaine, généralement, je fais une cartographie. Je dis, voici le mot IA. Vous me dites ce que ça vous évoque et je fais une carte et généralement, systématiquement, c'est angoisse, remplacement. Voilà, donc c'est très très générateur d'angoisse. Et le but de cet atelier, en leur montrant les limites sur d'essayer de voir à quel point ça peut être applicable ou pas, ça a tendance à les rassurer un petit peu. Et sur un dernier exemple, je fais, après je m'arrêterai avec ça, un atelier donc de programmation GLSL, qui est un langage de programmation pour créer ce qu'on appelle des shaders, c'est des images qui vont être générées par du code qu'on peut animer, qu'on peut coloriser, et on peut aller très très loin, parce qu'on peut resimuler des moteurs de rendu un peu, un peu basiques, mais qui fonctionnent très très bien avec des algorithmes qui fonctionnaient très très bien il y a 40-50 ans. Et donc, depuis l'an dernier, je me pose sincèrement la question, et les IA génératives là-dedans? Donc, ce que j'avais fait l'an dernier, c'est que j'avais bien compris que mes étudiants, si je leur demandais de faire des shaders, ils allaient utiliser ChatGPT ou Claude Code ou que sais-je pour bah, en fait simplement prendre mes instructions, générer le code et faire le shader, éventuellement le corriger et me l'envoyer. Ce qui en soi n'est pas complètement idiot, hein, ce qui est même plutôt malin, c'est très efficace, mais qui du coup, moi, ça m'interroge sur ce que j'évalue en fait en tant que formateur. C'est qu'est-ce que j'évalue là au final? Est-ce que c'est la capacité à tricher? La capacité à détourner des usages ou est-ce que voilà, qu'est-ce que j'évalue concrètement? C'est-à-dire que le format avant IA était assez facile, soit les étudiants et étudiantes y arrivaient, ils n'y arrivaient pas, il y avait des points de blocage. Je faisais en sorte que les shaders à produire étaient par niveau de complexité et puis par secteur de compétences clés à cocher. Donc, moi, c'était assez facile pour avoir une cartographie des compétences de la classe. Mais là, c'était plus possible parce que de façon uniforme, tout le monde pouvait utiliser l'IA. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait moi-même une réponse avec le ChatGPT. Je dis voilà, il faut écrire ce shader, qui doit faire ça, ça et ça. Voici la réponse de ChatGPT. Le sujet du partiel, c'est le suivant, c'est faites mieux et justifiez. Et à partir de ce moment-là, ils se sont retrouvés un petit peu piégés parce que j'ai intégré en fait déjà l'intelligence artificielle avant eux et je leur ai demandé, bah, vous avez totalement le droit d'utiliser ces outils. D'ailleurs, en fait, vous êtes la génération qui allait les utiliser, faites-le. Mais vous devez justifier par contre votre choix. Vous devez dire pourquoi c'est mieux. Pourquoi c'est mieux parce que tel algorithme, parce que telle ou telle chose, parce que tel ou tel machin, etc. Donc il devait être dans un travail de justification et donc une vision un peu plus stratégique, un petit peu plus globale. Bon, ça c'était l'astuce que j'avais trouvée il y a un an, mais cette année j'ai fait autre chose, c'est ce qu'on voit dans l'écran. J'aurais quand même demandé de réaliser 8 shaders, donc il y avait 8 images que vous ne voyez pas mais qui sont animées. Euh, et chacun de ces shaders, je les ai pensés. En fait, j'ai fait des captures d'écran, je les ai envoyées à ChatGPT. J'ai dit à partir de cette image, fais-moi le shader. Et j'ai comparé le résultat produit par le shader et ce que moi j'obtenais, et j'obtenais certaines aberrations en fait. Ce qui était intéressant, parce qu'en fait, j'essayais de penser le shader pour me dire, je sais qu'il va y avoir certains aspects que ChatGPT va pas forcément subtilement comprendre. Soit parce qu'il y a des interpénétrations, soit parce qu'il y a des petites choses particulières qu'on voit pas forcément au premier regard. Et donc ça a été plutôt intéressant et les résultats sont pas trop mal. Il y avait certains shaders, typiquement le troisième, bon ça va être très très technique ce que je vais vous dire, mais ça implique de bien comprendre comment on limite certaines données entre 0 et 1. Et forcément, si ça on ne gère pas très très bien, l'arrière-plan en fait se révèle. Et donc ça, si une IA ne comprend pas en fait ce piège, elle va produire une forme qui peut ne rien avoir, et en fait la forme va émerger. Bon, il y avait plein de petits pièges à IA un petit peu partout. J'ai mis des pièges à IA dans mon examen. Et alors là où je trouve ça absolument drôle, j'ai un étudiant qui était en distanciel pour des raisons personnelles, et sauf que son écran était allumé, donc je voyais tout ce qu'il faisait. Voilà, pendant que je surveillais le partiel, donc je voyais son curseur et je voyais les codes se faire. Et là où c'était vraiment très très drôle, c'est qu'à un moment, je le vois ouvrir un outil de dialogue avec ses camarades. Donc en fait, je vois clairement avec qui il était en train de discuter dans la classe. Et il me dit, ah, je suis bloqué sur le shader 7, mon Claude a planté, je peux plus travailler.
Et donc, je vois non seulement qu'il parle avec ses camarades et qu'il triche parce qu'il donne les réponses, mais en plus de ça, en fait, il faisait les shaders avec Claude, mais bah, maintenant que Claude ne marche pas, il n'arrive plus à le faire. Donc j'en ai profité, j'ai pris son ordinateur et j'ai écrit un petit coucou sur son dialogue, ce qui l'a énormément fait stresser. Mais c'est aussi assez symptomatique de certains étudiants qui vont par défaut en fait trouver une certaine béquille à travers ces outils et ne pas forcément simplement se poser la question de comment utiliser les outils et d'acquérir les compétences. Sachant que je les autorisais à utiliser les supports de cours et tous les shaders qu'ils avaient fait pendant un semestre qui correspondaient quasiment à cela en fait. Donc, on voit que l'attention et l'effort se redirigent quand même pas mal vers ces outils. Je ne les jugerai pas, je dirais pas forcément que c'est de la paresse, qu'il y a quand même un niveau de technicité pour les utiliser, mais qu'en tout cas, l'attention se concentre sur des nouveaux jouets technologiques qui amènent des nouvelles résolutions à des problèmes. Donc bon, je juge pas. Voilà, j'attends, j'ai pas encore évalué le partiel, j'attends de voir ce qu'il va me donner. Mais voilà, c'est des petits exemples de pratico-pratique. Voilà un petit peu pour ce que je voulais souligner. Et donc moi, un petit peu sur mes perspectives pédagogiques, c'est est-ce que je vais devoir intégrer les intelligences artificielles génératives dans tous mes cours dès le départ? Est-ce que je dois leur expliquer voilà, comment faire, comment bien prompter, comment, à quel point il peut y avoir des limites ou pas, avoir une pensée peut-être plus conceptuelle, de cadrer davantage les choses, de savoir distinguer qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec, qu'est-ce qu'on peut pas faire avec. Voilà, je pense qu'il y a peut-être des choses comme ça. J'aurais plein d'autres exemples d'usage des IA à donner, mais je vais pas m'étendre plus que ça. Et juste en termes de conclusion, voilà, je pense qu'on a un moment assez charnier où on commence à avoir des données concrètes de terrain qui permettent de prendre du recul un petit peu sur ces outils d'IA générative, que ça vaut le coup de commencer voilà, avoir un discours peut-être un peu plus critique technique sur ces outils-là dans des contextes de production particuliers, qui a eu une peur qui était quand même très légitime, et je pense qu'elle commence à être contrebalancée par des retours où sur le terrain, on se rend compte qu'il y a un effet waouh qui a du mal à aller vraiment sur de l'opérationnel, et à quel point ça va se faire ou pas. Pour moi, on est un peu sur le grand point d'interrogation. En tout cas, on remarque qu'il y a une utilisation concrète dans les productions qui inévitablement impacte le secteur de la pédagogie. Et on doit, nous, en tant que responsables pédagogiques, se poser vraiment la question de comment on intègre ces outils-là dès lors qu'on se pose vraiment la question de l'insertion professionnelle. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis disponible à ce mail ou pour vos questions éventuelles. Oui, alors, merci beaucoup, Rémi, pour cette présentation vraiment tout à fait passionnante. Je trouve, j'ai envie de rebondir immédiatement sur les aspects pédagogiques, un élément qui m'intéresse beaucoup parce que je pense à hier, un cours que j'avais avec mes propres étudiants donc, dans un travail, qui ont évalué, devaient produire, se familiariser finalement avec l'IA vraiment au stade de départ. Et c'est intéressant de remarquer les réactions des étudiants où on sent une résistance, en fait, qui est en train de se développer. C'est assez étonnant parce qu'on Ouais. dirait que beaucoup d'étudiants, en tout cas en design graphique ou en arts et sciences de l'animation, les deux programmes, leur première chose qui leur arrive, il y en a certains là, qui reculent beaucoup pour utiliser l'IA parce qu'ils disent, ben, ça va prendre nos emplois. Toutes les choses que tu as mentionnées, qu'on retrouve ici au Québec également, ces préoccupations et dans des étudiants hier me disaient, par exemple, dans le programme d'animation, ça va jusqu'à, donc, il y a un directeur de programme qui veut absolument intégrer l'IA dans les méthodes d'enseignement et ça va jusqu'à une pétition des étudiants pour contrer ce mouvement-là. C'est Ah vraiment bon. étonnant. C'est vraiment étonnant. On aurait pensé que cette génération aurait complètement foncé dans ces méthodes, mais le fait qu'on leur impose, le fait qu'il n'y a plus un cours qui n'a pas de l'IA dedans ou c'est la tendance qui voudrait que ça se passe, les étudiants résistent. Alors, je ne sais pas si tu peux commenter cet aspect, mais en fait, c'est ce que tu nous disais aussi, hein. On voit que Ouais. les réactions des étudiants ne sont pas aussi, comment je pourrais dire, positives qu'on l'aurait cru au départ. Ouais. Euh, Autre point que moi j'ai pu remarquer aussi, que les étudiants remarquent toujours, il y a toujours cet effet wow, ça c'est sûr. La première fois que tu utilises un logiciel pour créer des images, c'est l'effet wow, tout le temps, tout le temps. Mais là, lorsque tu demandes justement aux étudiants d'arriver, on leur demande, posez d'abord votre intention, puis ensuite, essayez de voir
voir si l'IA vous aide à obtenir ce que vous voulez au départ. Et c'est là justement qu'ils se rendent compte à quel point c'est pas le premier prompt qui va évidemment faire le travail, à quel point il y a beaucoup de travail pour en arriver. Et il y en a certains étudiants au bout de l'expérience qui me disent, ben moi j'aime mieux retourner à mes outils traditionnels plutôt que l'IA fasse les images à ma place. Donc, je remarque une pensée critique qui me surprend auprès de ces utilisateurs finalement générationnels. Ouais, alors dans le même sens que toi, je donne cours à deux endroits différents, à ATI et à l'école Estienne, qui est une très vieille école parisienne à côté des Gobelins. Et notamment, ils ont un cursus de création numérique, de design en création numérique, donc un peu plus théorique et qui pousse les promos voilà, à produire plus un discours politique et conceptuel sur leur travail. Et donc, ce que me disait la responsable pédagogique, c'est que sur la question de l'IA, c'est très politisé chez eux et c'est très radicalement négatif. C'est non. Ah oui, Nous, voilà, on a étudié vraiment les aspects politiques. Il y a une grosse sensibilisation sur ça. Et oui. quand on est sur ces questions, tu vois, philosophiques, politiques de ces outils-là, il y a mille raisons d'être contre ça. Et donc, c'est une école où il y a un rejet quand même assez massif. Là où ATI, c'est une formation qui est très orientée insertion pro. En sortie d'ATI, normalement, tu bosses dans un studio. Donc, l'angoisse, elle n'est pas située au même endroit. Enfin, l'attention n'est pas située au même endroit. Elle est beaucoup moins développée sur la partie théorique Mm. et conceptuelle. En gros, les profils des promos, c'est des geeks vraiment qui adorent les nouveaux joujoux. Mais pour autant, c'est pas majoritairement positif. C'est-à-dire que chaque Ouais. année, quand je demande ça, c'est au contraire, ça scinde les promos en deux. C'est vraiment des gens qui sont complètement pour, qui ont deux écrans. Il y a l'écran de travail et il y a l'écran avec Claude Code ou VS Code etc. Enfin voilà. Et il y en a d'autres qui disent non, 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 je veux surtout pas en entendre parler. Je fais mon truc traditionnel, ça. Donc évidemment, moi, quand je vais voir ces personnes qui sont radicalement contre et que je leur dis, bah, vous allez quand même essayer de les utiliser, c'est pas forcément ça. Mais moi, ce que j'essaie de leur dire, c'est vous allez essayer de les utiliser avec votre compétence métier, votre expertise technique. Et justement, le but, c'est que vous allez attaquer. Donc je vous demande justement de tester ces limites pour justement que vous ne soyez Mm. pas pétrifié par cette peur de l'effet waouh. Et souvent, ce que les étudiantes et étudiants voient en testant, c'est qu'ils se rendent compte qu'en fait, non, ils et elles ont vraiment développé en fait une vraie compétence qui va beaucoup plus loin que ces outils. Par exemple, j'ai une étudiante qui avait une grosse compétence de sculpte 3D de personnage. Elle a mis une semaine à faire un personnage hyper propre, bien modélisé, bonne proportion, tout ça. Elle a mis la même image de référence dans un générateur de 3D. En 10 secondes, c'était fait. Elle s'est dit, bon voilà, en 10 secondes, contre une semaine, c'est évident, c'est imparable. Et après, j'ai dit, ouais, mais regarde la topologie, regarde bien. Alors, qu'est-ce qu'on voyait? On avait des erreurs de proportion qui n'étaient pas bonnes. La topologie, il y avait plein de petites incohérences. Ok, maintenant, estime le temps de travail pour corriger. Voilà. Et là, elle se dit, ah oui, en fait, effectivement, le temps de travail, il va falloir que je refasse tout ça, que je le recasse, que je le refasse moi-même. Donc, je reprends sur un geste traditionnel et tout ça. Voilà. Sauf que toi, tu es capable de faire cette opération parce que tu as développé toi-même ton regard critique sur cette chose. Donc Ouais. voilà, tu vois, c'est un peu la stratégie que j'essaie d'avoir avec ça, mais ce qui n'est pas simple. Vraiment, c'est pas simple, hein. Chaque fois que je commence mon atelier, c'est ah, on va voir les outils. Puis nous, on est une formation publique, donc on n'a pas de budget, donc on a choisi de tout faire en local avec du Comfy UI. Donc voilà, donc, en plus, il y a des petits problèmes divers et variés, mais ça permet au moins de pointer et de sensibiliser les gens en disant voilà, vous avez cette expertise métier, les outils sont puissants à bien des égards, mais il y a un effet waouh dont vous devez vous méfier et vous l'interrogez de façon critique avec votre compétence métier. Ouais. Et puis, on sait que, bon, l'usage, tu nous as parlé évidemment surtout de l'usage dans la 3D. Pour connaître le domaine, je sais comment, par exemple, ça peut être tellement consommateur de temps. Tu citais, bon, ton étudiante pour la modélisation, mais quand on pense à l'animation et le temps passé à du nettoyage de fichiers de capture de mouvement, par exemple, moi, je me rappelle de l'avoir fait il y a une dizaine d'années avec des étudiants tellement laborieux, c'était pas possible. Et puis, on arrivait même des résultats. Ça prenait un travail de fou avant d'arriver à un bon résultat, un mouvement fluide, etc. Alors que là,
dans les chaînes qui rentrent avec les mouvements qui vont travailler spécifiquement là-dessus. Il me semble qu'il y a beaucoup de potentiel et d'intérêt à des tâches spécifiquement techniques. Non pas de conception d'image, justement, sors-moi une image réaliste de tout ça, mais des tâches spécifiquement techniques à partir des banques de mouvements, de capture de mouvements, etc. Donc, à mon avis, il y a un gain certainement à chercher sur le plan technique, donc encore une fois. Mais c'est intéressant justement aussi lorsqu'on arrive avec, tu parles des deux formations, à la fois avec une appropriation des outils, d'une part, sur le plan très technique, puis une formation sur le plan politique, éthique, etc., les enjeux environnementaux, et de voir comment les étudiants réagissent à ça. Donc, c'est mon premier commentaire. L'autre commentaire, quand on est dans le domaine du texte, et puis moi, c'était la première fois vraiment que je permettais l'usage de l'IA pour la production de problématisation, etc. Et mon Dieu, moi, je suis encore époustouflée et je me questionne énormément sur, c'est à nous à donner, à être les guides dans tout ça, mais de voir qu'un texte va être produit de façon tellement forte par l'IA. Puis là, les étudiants se disent, certains me disent, par exemple, ben moi, j'ai des difficultés à rédiger. J'ai des difficultés à rédiger. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que tout le monde autour, les étudiants, si je leur donne pas la permission, ils vont le faire. Ils arrivent à produire des affaires, ça leur donne des A dans leurs évaluations. Puis moi, avec mes qualités moins grandes, ben, j'ai tendance à dire, je vais prendre des outils d'IA, alors que finalement, ça les empêche de former leur capacité à eux avant l'IA, finalement. Et les étudiants sont pris dans ces dilemmes-là. Alors, j'aimerais une réponse, Rémi, puis après ça, je vais passer la parole à Jean-Marc, qui aimerait intervenir. D'accord. Alors, sur le premier point, j'ai eu les mêmes retours en production. Effectivement, hein, le nettoyage des données de motion capture, ça fait partie des trucs qui ont vraiment leur réputation. Et les rares personnes qui adorent faire ça sont extrêmement recherchées dans l'industrie parce que ça a la réputation d'être pénible. Donc, évidemment, à partir du moment où on peut dire bah, une tâche qui est unanimement partagée comme pénible, qui peut être automatisée, bah, ça fait plaisir. C'est pareil pour la rotoscopie aussi. C'est quelque chose Ouais. qui est vraiment très unanimement réputé comme étant pénible. Mais le corollaire, c'est que la rotoscopie, elle justifie aussi des emplois. Donc, à partir du moment où on automatise des tâches, bah, on retire ses emplois, donc on retire aussi un petit peu le budget. Bah, il y a toujours cet argument enfin, qu'on commence à voir un petit peu dans pas mal de licenciements massifs, c'est à quel point le remplacement par l'IA ne sert pas un petit peu de prétexte pour faire des licenciements de masse un peu plus général, en fait, qui ne concernent pas juste que l'IA, mais juste pour réduire en fait le gras d'un coup. Mais bon, ça, voilà, c'est des hypothèses, donc je ne m'avance pas trop là-dessus, mais si j'ai une opinion très tranchée là-dessus. Et l'autre point, attends, c'était quoi déjà l'autre point? Excuse-moi, René. Je me rappelle plus moi-même. Non, c'est intéressant. C'est pas grave. Moi, je propose donc de passer à Jean-Marc parce que on est maintenant, là, je vais faire ma modératrice. On est bientôt à 11 heures et puis, au Québec et puis on va passer à Marine bientôt. Donc, Jean-Marc, si tu veux. Oui, oui, merci beaucoup Rémi, c'était très intéressant, très stimulant. Un commentaire et une question simple. Le commentaire, c'est que, alors dans un autre domaine, mais le parallèle m'apparaît intéressant, on travaille par exemple sur on produit un texte, on a un texte de 500 mots à produire, tu vois, et sur un sujet pointu par un robot conversationnel. Et finalement, on mesure après ce que tu appelles le nettoyage de données, donc la vérification des données, etc., etc. Et puis, on essaie de faire une évaluation comparative avec le temps que ça aurait pris, qu'il aurait Ah fallu oui, faire ce texte-là à la main. Et puis, alors évidemment, tout dépend du degré de perfection qu'on prête à l'exercice, mais à la fin, là, ça revient, ça peut revenir au même, hein, oui, en termes de temps. Donc, commencer un texte à zéro ou partir d'une production IA qu'on est obligé de toute façon de nettoyer. Donc, je trouve que ça a un rapport avec ce que disait ton étudiante, là, qui disait que ça va lui prendre une semaine pour nettoyer les. oui, Et la question, c'est une question naïve, là. Moi, j'avais quand même l'impression, un peu le déterminisme technologique, là, mais j'avais quand même un peu l'impression que la tendance était de développer des applications
de plus en plus universel, donc qui ferait à peu près tout. Mais là, on a presque l'impression que il y a deux, il y a comme deux voies opposées une surspécialisation des applications, puis en même temps, cette tentative d'avoir des trucs universels, quoi. Est-ce que je suis dans l'erreur ou Non, alors, ok. Juste sur ton commentaire, je vais te rejoindre. Tout à fait. Moi, j'ai une expérience personnelle. Je me suis amusé à écrire un article en essayant d'utiliser le plus possible ChatGPT. Et c'est très, très assumé. Mais j'ai fait un énorme travail en amont de collecte de données, de lecture des données. J'ai utilisé pour traiter les données, synthétiser les données, faire des travaux données, de faire émerger beaucoup d'itérations. Et puis après, chaque fois que enfin, une fois que j'avais mon plan, mes idées, je fais rédiger, je fais corriger, et je faisais imprimer mes documents, puis je corrigeais chaque élément. Je ramenais mes informations, je demandais à l'IA d'être critique et de me casser très sévèrement, et je faisais des itérations une fois, deux fois, je l'ai fait 30 fois. Mhm. J'ai réécrit 30 fois mon article. Et en fait, ça m'a pris exactement le même temps que si je devais écrire un article sans IA. Mais par contre, la différence, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup plus itéré mon article. Donc, je dirais qu'en termes d'effort, c'était finalement plus important parce que bah, ce nombre d'itérations faisait que c'était beaucoup plus intense, en fait, le travail intellectuel de relecture, de validation. C'était, mine de rien, c'était pas simple. Donc, je dirais que c'était le même temps, mais en termes de densité, c'était peut-être mieux dans cet unique exemple que j'ai. Donc, je te rejoins un peu, tu vois, sur ce côté, c'est le gain, la perte. Je pense qu'en fait, surtout, on déplace le problème, on Hmm. déplace l'attention ailleurs, en fait, surtout. Oui. Euh, Je pense que lorsqu'on on demande même, moi je travaille, j'explore intensément Claude actuellement, hein. Et puis, si on lui donne Claude est excellent dans les contextes, il faut dire, Jean-Marc, je ne sais pas justement à quel moment tu réfères on en avait parlé il y a un certain temps déjà. Maintenant, ça bondit à vitesse extraordinaire. Entre maintenant puis il y a 6 mois, par exemple, on voit la capacité de raisonnement augmenter énormément dans les modèles, la non, capacité, la mémoire aussi. c'est très récent, c'est très récent. Intéressant. Oui, Oui, oui. parce que la capacité et tout ça, et donc effectivement, on déplace la façon de travailler dans le fond. Et quand Ouais, on ouais. demande spécifiquement, ben, tu es un Claude, par exemple, ou ChatGPT, tu es un assistant, tu m'assistes dans la rédaction de mon texte. Alors, tu lui dis carrément que c'est toi qui gardes il va répondre différemment que si tu dis rédige-moi, par exemple, le texte. Bon, il va le faire, mais si tu lui demandes, puis si tu insistes sur le fait qu'il te donne tes sources, que tout ça, ça devient un outil extrêmement utile quand tu es en train d'élaborer ton article, il y a tel auteur que tu veux avoir une synthèse, par exemple, de cet auteur rapide. Donc, ça devient un outil de travail incorporé dans un pipeline pour l'écriture d'un article. Oui, mais ma remarque n'était pas négative, hein, c'était simplement juste un constat, là. Oui. Euh, bon. Non, c'est super intéressant parce que voilà, on voit maintenant que on commence à multiplier les usages et voir comment on peut utiliser tout ça. Et donc, je vais passer la parole à Julie Michel qui veut commenter, puis tout de suite après, Julie Michel, tu peux enchaîner avec la présentation de Marine pour la suite. Et on pourra revenir aussi, si vous voulez, hein, après la présentation de Marine, on a un moment où on va donner les questions pour Marine, puis ensuite, pour clore le séminaire en général, on continue avec les deux intervenants, donc pour faire dialoguer, évidemment, tout ce qu'on aura fait ensemble pendant la session. Julie Michel. Oui, oui, oui. Ben, rapidement, justement, on y reviendra après la présentation de Marine, mais je suis quand même intriguée qu'on rediscute de l'enjeu parce par rapport aux étudiants puis à leur réticence à l'intégration de l'IA, parce que je le vois souvent, puis je le vois dans notre conversation en ce moment, on va beaucoup parler de l'optimisation dans nos chaînes de travail. mm, mm. Puis, j'ai l'impression que leur génération, justement, à un moment où on parlait énormément de décroissance comme, tu sais, ben, potentiel de résistance, donc un horizon aussi d'espoir pour eux, ces outils-là sont complètement à l'encontre de ce mouvement-là. Puis je le sais que même quand ils en font l'utilisation, inévitablement, il y a des choses qui fonctionnent bien. Mais je pense que pour eux aussi, c'est très paradoxal d'utiliser quelque chose qui te séduit un peu à un moment où tu es politiquement ou éthiquement en désaccord avec beaucoup de choses que ces outils-là font. Bref, on y reviendra. C'est très vaste, mais je serais quand même curieuse qu'on reparle de ça.
Donc, Marine, merci d'être avec nous. Je te présente rapidement avant de passer la parole. Marine Tonissen a obtenu justement un doctorat en études et pratiques des arts à l'UQAM, tout récemment, félicitations d'ailleurs. Et elle enseigne au département d'art dramatique de l'Université Moncton au Nouveau-Brunswick. Marine est une artiste interdisciplinaire et ses travaux explorent la relation entre interprète et technologie sur scène, ainsi que les méthodologies de recherche-création. Ses œuvres se situent au croisement des arts vivants, de la danse, de la performance et de l'intelligence artificielle. Elle a cofondé en 2022 le collectif Laborar avec l'artiste numérique Raph Deli. Et son intervention aujourd'hui s'intitule Les IA en partenaire, créer de nouveaux narratifs sur nos relations avec la technologie via la scène. Donc, elle abordera deux axes. D'abord, comment les processus de création collaborative avec les IA produisent des nouveaux récits collectifs. Et ensuite, elle nous parlera d'un projet en cours, une œuvre triptyque qui mêle le jeu vidéo expérimental, l'installation et la performance. Merci. À Je vais toi. partager mon écran. Ici, voilà. Est-ce que ça fonctionne pour vous? Très bien. Super, je vais me mettre en mode diaporama. Voilà, est-ce que c'est mieux? C'est très bien. Ouais, ok, parfait. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, je vais surtout me concentrer sur l'axe 1 parce que j'aurai pas beaucoup de temps pour l'axe 2 et en plus, c'est un nouveau projet, donc il y a moins à en dire, juste pour prévenir. Euh, alors, merci beaucoup pour l'invitation et c'est vrai que quand Michel m'a contacté, j'étais comme les pratiques narratives, puis qu'est-ce qu'il y avait comme relation à la narration quelque part dans ce que j'ai fait pendant mon doctorat? Et parce que c'était plutôt de l'improvisation dansée, de la relation avec IA, humain, dans une approche du collectif hybride. Et donc, quelque part, c'est ça, il y a le fait que je m'intéressais énormément à comment on allait finalement, comment il y a des narratifs qui se dégagent de nos processus artistiques et qui impactent inévitablement l'œuvre finale d'une création en art vivant, mais pas qu'en art vivant. Et c'était de voir un petit peu aussi les retombées de l'expérience sur le public et spécifiquement en ce qui a trait à la notion de collectif et de collectif hybride ici, donc entre IA et technologie. Puis le deuxième axe, ben, c'est plus comment est-ce qu'on crée des narratifs relationnels entre humains et entités non humaines, dont éventuellement les IA, mais dans des œuvres finalement, on est en train d'écrire l'histoire. C'est-à-dire que la pratique créative repose sur inventer une histoire relationnelle entre ces entités humaines et non humaines, alors que de l'autre côté, on est vraiment sur les processus, sur comment est-ce qu'on crée des modes opératoires qui permettent des mises en relation entre humains et entités non humaines. Donc, ce qui a un peu ouvert quelque part mes réflexions quand est venu le temps de décider ce que j'allais faire de ce doctorat en études et pratiques des arts. Je savais que j'avais envie de travailler sur la notion de collectif. Je savais que j'avais envie de travailler en art vivant, qui était, moi je suis formée en théâtre à la base, j'ai fait beaucoup de danse avant ça, donc c'était sûr que j'allais aller vers le mouvement, ça m'intéressait beaucoup. J'avais fait une maîtrise en théâtre, mais j'avais aussi fait une maîtrise en information et communication, où je m'étais vraiment intéressée aux travaux de Descola en anthropologie de la nature et de voir comment est-ce que on crée des images, on crée des œuvres qui s'appuient sur notre compréhension du monde et sur notre relation au non-humain. Et donc, ça m'avait beaucoup marqué également. Et donc, je voulais travailler, je le savais, sur les relations entre humains et non-humains en scène, mais je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Et puis, mon ancrage réflexif pour penser ces relations entre humains et non-humains, ben, comme je l'ai dit, il y avait Philippe Descola, de voir comment est-ce que les non-humains font partie de nos réseaux de sociabilité. Ben, il y avait Philippe Descola en anthropologie de la nature. Il y avait aussi, pendant mon doctorat, évidemment, d'autres qui sont venus se greffer dans mes réflexions. Donc, Gilbert Simondon, tout son travail sur les objets techniques, mais aussi, il a écrit énormément sur la notion de collectif. Et c'est très, très beau ce qu'il a écrit sur le collectif d'ailleurs. En tant le collectif en tant qu'entité en soi, qui est toujours en train de s'individuer. Il y a les recherches de Vinciane Després, de Karen Barad en philosophie des sciences, Bruno Latour, Michel Calon et toutes les théories de l'acteur réseau sur nos relations aussi aux non-humains dans nos activités quotidiennes, y compris en recherche, et puis Jane Bennett en philosophie politique. Donc toutes ces personnes-là, c'était un petit peu
les maillons théoriques qui m'amenaient dans des pistes réflexives sur comment je pouvais créer quelque part comment je pouvais créer un cadre pour aborder les relations entre humains et non-humains en scène. Et puis, ce qui m'a amené en fait vers les intelligences artificielles, alors que moi, je n'y connaissais absolument rien. C'était pas du tout mon domaine. Attendez, je vois que moi aussi, j'ai pas démarré de chronomètre, fait que je vais le commencer immédiatement et en tenir compte. Alors, c'est ça, moi, quelque part, au moment où j'initiais mon doctorat, on était un petit peu dans le renouveau des IA je voyais qu'on avait vraiment une tendance, en fait, à créer des narratifs sociaux, à créer des mises en scène sociales de ces technologies et que, quelque part, ces mises en scène sociales qu'on créait dans la manière dont on se mettait en relation avec ces technologies, la manière dont on en parlait, eh bien, elle créait une sorte de représentation de nos relations qui était façonnée et supportée aussi par les médias et qui venait forger un peu notre imaginaire collectif dans quel type de relation on pouvait avoir avec ces IA. Euh, je remarquais que donc aussi on créait vraiment des mises en relation entre humains et intelligence artificielle qui cadraient avec la perception qu'on se faisait des technologies comme des entités menaçantes, autonomes, etc. Et donc, je me disais, mais si on est tout le temps en train de se projeter dans des relations avec les IA qui sont de toute façon mauvaises pour nous quelque part, ou en tout cas dangereuses, est-ce qu'on ne va pas finir par auto-réaliser cette prophétie qu'on est en train de créer dans nos discours. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour gérer des nouveaux narratifs de relations avec les intelligences artificielles? Et donc, ces discours, ces mises en relation que j'observais et qui me dérangeaient quelque part, impliquaient aussi, au fur et à mesure que je m'intéressais à ces technologies, je voyais bien que s'il y avait une incompréhension du sujet qui était prolongée dans ces narratifs, dans ces médias, dans la manière dont on en parlait au niveau populaire, hein, j'ai vraiment envie de dire, mais même aussi parfois les personnes spécialisées, je trouvais qu'elles n'aidaient pas à mieux cerner comment fonctionnaient ces technologies, qu'est-ce qu'elles savaient faire réellement, etc. Et donc, on était un peu dans cette prolongation là, de la figure de l'être artificiel menaçant, hérité de la littérature gothique, puis relayé dans les adaptations cinématographiques. On voit bien qu'on n'était aussi pas neutre au moment de ce renouveau technologique des IA. Déjà, elles avaient un passé, mais aussi, il y avait toute une construction narrative qu'on avait déjà de l'être artificiel. Et donc, tous ces scénarios un petit peu types qui ressortaient de ces médias, c'était celui de la duperie par le truchement du simulacre, donc déjà du test de Turing, mais aussi sur est-ce que vous saurez repérer laquelle n'est pas la vraie chanson des Beatles, ou est-ce que vous saurez repérer quelle symphonie n'a pas été composée vraiment par Beethoven, mais par une IA. Et il y avait plein de sortes de création d'événements, de concours, etc., où finalement la recherche c'était de duper les humains. Il y avait aussi des scénarios du type de celui de la confrontation, hein, donc Kasparov avec les échecs, j'ai oublié le nom de l'IA contre qui il jouait, mais aux échecs, mais il y avait aussi Deep Blue pour et AlphaGo contre Lee Sebol. Et donc, il y avait tous ces scénarios aussi de confrontation. Et puis, bah, toute la crainte, l'angoisse. Est-ce que les IA vont devenir plus efficaces? Est-ce qu'elles vont substituer les humains? Enfin, etc., etc. Et donc, tous ces discours-là, pour moi, tous ces narratifs qu'on était en train de créer, parfois volontairement aussi, hein, donc de ces espèces de mise en relation qu'on crée avec les technologies, ça crée une sorte de double invisibilisation. À la fois la reconnaissance implicite de l'autonomie de la technologie et de l'autre côté, l'invisibilisation des modes opératoires, donc les actions humaines, qui sont nécessaires à faire émerger ces modèles, des modèles stables d'IA performants. Donc, ça a vraiment ce constat-là qui me gênait énormément a nourri mon désir d'aller vers les technologies, aussi parce que je venais du théâtre, que c'était un milieu qui était très à la traîne comparé aux arts visuels et médiatiques, par exemple, dans l'approche de ce type de technologie. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait rien qui existait, mais c'était juste beaucoup plus lent et beaucoup plus récalcitrant aussi. C'est-à-dire, ben, et en plus, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui travaillaient sur ces sujets-là. Donc, je me suis dit, allez, il faut y aller. Il faut mettre les deux mains dans le cambouis et essayer de voir ce qu'on peut faire. Puis l'autre aspect, c'était aussi le fait de dire, ben, en art vivant,
quelque part, on génère à plusieurs niveaux des formes de narratif du collectif. C'est-à-dire, on raconte le collectif à différents niveaux. Donc, il y a à la fois comment, déjà, toute mise en scène, qu'elle soit volontairement ou non politique, ou en volonté de décrire un collectif, en décrit quand même un. Même si on a enfin, une scène avec deux personnages, ces personnages vont être porteurs de traces sociales qui nous racontent quelque chose de notre manière de vivre en collectif. Il y a aussi comment la mise en scène, quelque part, qui est faite du public dans la manière dont le public va fréquenter un espace, déjà l'architecture de l'espace, théâtre, hein, dans lequel on vient voir une pièce ou un spectacle, mais aussi les habitus, évidemment, sociaux qui nous racontent quelque chose, en fait, en même temps qu'on le vit, qu'on y participe. Ça nous forge une espèce de narratif, de manière de se raconter en tant que groupe. Dans ces espaces. Et puis, il y a, et ça c'était ce qui moi m'a le plus intéressé, comment des esthétiques émergent de nos organisations sociales. Et ça, c'est plus Antonio Strati qui l'évoque, mais finalement, lui parlait presque plus de comment est-ce qu'on crée des visuels dans les entreprises et que ces visuels deviennent très intégrés dans les valeurs et dans la manière dont on se représente en tant qu'employé d'une société, par exemple. Et moi, je me suis intéressée pour me dire, mais comment est-ce que nos pratiques en cours de répétition ou comment est-ce qu'on aborde la création, ça va générer des formes d'art, enfin des formes de spectacle, en tout cas d'événements qui peuvent, sur lesquels on peut changer en fait, on peut changer la représentation qu'on donne du collectif dans ce contexte-là. Et donc, quelque part, de remettre aussi avec tout ça en perspective la notion d'octorialité en art vivant, parce que même s'il y a eu plein de groupes, plein de collectifs depuis avant et après la Seconde Guerre mondiale qui ont remis en question la notion d'octorialité, quelque part, on a quand même encore des modèles de production spectaculaire qui sont très hiérarchiques et je dirais, les collectifs ne sont pas dominants là-dedans. Et même dans les collectifs, des fois, les prises de décision, tout ça, enfin, voilà, c'est pas forcément à plat. Donc, c'était de voir aussi comment on pouvait aborder le collectif en tant qu'entité qui allait s'individuer avec des humains et des IA. Et donc, quelque part, comment utiliser les arts vivants ou chercher à travers les arts vivants comment créer de nouveaux narratifs de nos relations avec les IA. Alors, dans les trajectoires qui étaient possibles quelque part, il y avait le fait d'inventer, il fallait créer quelque part des contextes de création dans lesquels les IA n'allaient pas avoir pour but de simuler, duper, confronter, dépasser ou substituer les humains pour pouvoir créer ces nouveaux narratifs. Ici, avec les interprètes, et envisager alors les IA davantage comme des partenaires de jeu, d'interprétation, plutôt que comme des outils. Il y avait aussi le fait de penser des contextes de diffusion pour lesquels les technologies n'auraient pas non plus pour but de simuler, duper, confronter, dépasser ou substituer les humains, ici entendu le public, et donc de trouver des moyens dans l'événement artistique, on va dire ça comme ça, dans la performance, ou en tout cas dans la salle de spectacle, de trouver des moyens d'informer, de briser l'illusion, de ne pas suivre, de ne pas choisir des contextes qui allaient soutenir une adhésion émergentiste du public, c'est-à-dire leur suspension volontaire et involontaire de l'incrédulité, et donc de vraiment chercher comment créer des contextes de création, de processus de création, et comment créer des contextes de diffusion qui allaient permettre réellement de ne pas prolonger quelque part, de ne pas utiliser les intelligences artificielles pour générer du wow, du spectaculaire, mais de vraiment aller sur comment les relations se font, est-ce qu'elles sont satisfaisantes ou non, qu'est-ce qui émerge de ces relations sur l'instant. Et puis, alors évidemment, on peut aussi toujours créer des narratifs dans le sens vraiment de texte, de mise en scène, qui offrent à voir d'autres types de relations entre IA et les humains. Par exemple, en littérature, tout le Hope Punk, Becky Chambers, avec, par exemple, dans sa quadrilogie, il y a Libration, on voit vraiment comment les IA font partie de la vie quotidienne et deviennent des membres de la famille. Donc voilà, ça crée d'autres types de narratifs où les IA ne sont pas pensés en adversaires. Alors, donc je vais surtout parler donc, de la pratique collaborative avec des IA en scène. Et donc, tout mon doctorat,
j'ai travaillé donc sur un gros projet qui s'appelait Generative Colors et pour lequel j'ai reçu le soutien d'Hexagram, mais aussi du département de théâtre, du département de danse de l'UQAM. Et à la fin du projet, donc j'ai montré une première fois les résultats de l'avancement du travail dans un contexte universitaire, mais aussi plus tard sous un autre nom. Le nom, c'était Effet d'entraînement. On l'a présenté à Tangente en 2023 à Montréal. Fait que les stratégies pour aborder les IA en partenaire, bon, déjà, c'est une volonté de le faire, c'était un désir, donc il fallait trouver comment le faire. Mais déjà, il y a eu quelque chose d'assez drôle, c'est que dès que on a commencé à introduire le dispositif dans les séances de répétition, pour les humains, tout de suite, ils en parlaient. Bah oui, oui, c'est un partenaire, c'est un partenaire. Et donc, je disais, ah, donc l'enjeu, c'est pas qu'ils puissent devenir partenaires. Par contre, ils disaient, mais par contre, c'est un très mauvais partenaire. Alors, c'était que, OK, comment on va faire pour qu'il devienne un bon partenaire? Et qu'est-ce que ça voulait dire, être un bon partenaire dans une improvisation collective en mouvement? Qu'est-ce que ça voulait dire pour ces gens-là, ce groupe-là? Et donc, on n'est pas du tout dans une pensée de créer du coup un modèle algorithmique qui allait être généralisant, généralisable ou utilisable dans d'autres contextes, mais de vraiment créer une relation à la technologie qui n'allait être bonne que dans ce contexte-ci. Donc déjà, ce que je me suis dit, c'est que j'allais essayer de comprendre quelque chose qui déjà était très nébuleux pour les interprètes et pour les gens de mon milieu, c'est la notion de connexion. On utilise beaucoup ce mot quand on improvise ensemble, que ça se passe super bien, que tout le monde a l'air extrêmement efficace, que tout se passe bien. C'est « Ah, je me suis sentie connectée aux autres » ou « Je me suis sentie en harmonie, en syntonie ». En tout cas, il y a une espèce d'extase collective, j'ai envie de dire, qui peut être collectivement vécue à certains moments dans l'improvisation. C'est-à-dire, mais comment ces moments arrivent? Qu'est-ce qui permet à un état de connexion d'émerger? Est-ce qu'il y a un état? Est-ce que c'est comme switch on, switch off, l'état de connexion, ou est-ce qu'il y a des variations, des degrés? Et quelles en sont les manifestations pour les interprètes? Comment est-ce qu'ils peuvent dire je sais que j'étais connectée. Je me suis sentie connectée pour telle et telle raison. J'observais ça, ça, ça chez moi. J'observais ça, ça, ça chez les autres. Et donc, j'en déduis qu'on est connecté. Donc, il y a eu tout ce travail qui a été fait sur la notion de connexion pour essayer de comprendre à la fois. Enfin, ça m'a permis de comprendre ce fameux état de connexion un peu mieux. Mais de voir aussi qu'il y avait des actions de connexion, c'est-à-dire que les individus veulent être connectés, donc qu'ils cherchent à se connecter aux autres, à développer cet état ou à le maintenir, à le renforcer, à le retrouver. Et donc, c'était de voir qu'est-ce qu'ils font quand ils improvisent pour favoriser l'émergence de cet état qui leur donne la sensation d'être en harmonie avec les autres et de voir aussi plus largement comment est-ce qu'un interprète navigue quelque part une improvisation collective. Tout d'un coup, quand il y a 5, 10, 15 personnes dans l'espace, quelles sont les prises d'informations qu'on fait dans notre environnement pour établir des choix de mouvement, etc. Et sur quels critères et à partir de quels critères d'évaluation aussi de l'action ça se passe. Et puis, il fallait choisir quelque part, une fois que j'avais pu identifier tout ça, il fallait choisir les moyens par lesquels j'allais mettre en relation les humains avec la technologie, transférer des éléments de l'expérience humaine vers le design, mais aussi inventer une méthode d'entraînement de ces technologies, enfin, aborder, trouver une méthode d'entraînement des technologies qui allait fonctionner avec le rythme de notre processus et comprendre l'évolution de la perception des humains dans cette expérience. Je vais donner des exemples concrets. Par exemple, dans comment on choisit de mettre en relation les humains et la technologie, eh bien, pour ma part, c'était vraiment, ils improvisent en mouvement, il n'y avait pas de parole, donc c'était partir du mouvement dans sa dimension collective que l'algorithme ou le dispositif allait avoir comme enfin, extraire de vidéos finalement qui étaient prises sur l'instant des informations de mouvement pertinentes pour nous qu'on allait après utiliser comme données d'entrée pour entraîner un algorithme. Alors, finalement, moi, j'en ai pas utilisé un, j'en ai utilisé plusieurs. Je pourrais parler de l'hécatombe d'avoir essayé de travailler avec un modèle large versus revenir à plusieurs petits modèles d'intelligence artificielle beaucoup moins complexes et de les mettre en réseau.
ce qui a été ce que j'ai choisi finalement avec mon partenaire Ravdeli qui m'a aidé dans tout ce travail. Donc ce que j'ai fait, c'était du mouvement vers les sons, c'était d'identifier donc les zones de travail du groupe humain, de repérer des patterns aussi dans les relations en scène entre les humains quand ils improvisaient, parce qu'en fait, il n'y a pas de méthodologie qui existe en analyse du mouvement collectif, donc quelque part, il fallait que j'en invente une. Et donc, c'était de voir quelque part, de définir quel type de son pourrait alors ne pas perturber le travail des interprètes, puisque aussi entre mouvement et son, dans les milieux de la danse, en tout cas, et puis d'une manière générale, on a souvent tendance à, par exemple, coller nos mouvements sur la rythmique d'un morceau de musique, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, il fallait trouver comment générer des sons arythmiques, mais en même temps intéressants à entendre, etc. Donc, c'était quand est-ce qu'il faut jouer la note, quelle note, sur quelle qualité. Et donc, c'est tous des algorithmes qui déterminaient ces prises de choix à partir de notre entraînement. Il fallait aussi transférer donc, des éléments de l'expérience humaine vers le design du dispositif, donc c'est-à-dire trouver des équivalences ou des proximités dans ce qu'on vivait vers le dispositif. Donc comment marquer des ruptures, comment complexifier une action, ici l'action sonore par rapport à l'action du mouvement, comment le dispositif pouvait ou ne pouvait pas être un contrepoint à l'action en cours. Donc, il y avait toute cette notion de l'action en cours et de l'action commune, et c'était de comprendre comment le dispositif pouvait y prendre part d'une manière satisfaisante. Et puis, avec quelle qualité. Et il fallait identifier des méthodes d'entraînement qui soient pertinentes dans le milieu dans lequel on évoluait, donc en art vivant, et le large modèle sur lequel j'étais partie à la base en travaillant avec un algorithmicien, un spécialiste en mathématiques informatiques et en entraînement IA. Euh, on avait comme idée de créer un modèle, un seul modèle, avec une IA. Il allait falloir faire une somme d'étiquettes, d'étiquetage de données pour pouvoir l'entraîner. C'était extrêmement complexe, extrêmement casse-gueule. Et à un moment donné, on a dû arrêter parce que on allait dans le mur, on n'allait pas pouvoir itérer énormément et c'était prendre énormément de risques. Et même là, c'était pas clair. Pour moi, ça m'a pris beaucoup de temps de savoir, mais justement, comment le dispositif devait répondre aux humains. Donc, tout ça se passe en même temps. J'apprends sur les humains en même temps qu'on avance sur la réflexion du fonctionnement IA dans le projet. Et donc, finalement, c'est très tard dans le projet, en 2022, comme mon co-directeur de recherche, Sofiane Audry, me partage un papier de Rebecca Fibring sur le small data, l'approche en small data. Et ça ça a changé ma vie, puis ça a fait qu'on a pu aller au bout aussi du processus. Parce que moi, pendant un moment, j'étais comme, mais je suis complètement folle, qu'est-ce qui m'a pris de vouloir travailler avec des IA? Plus jamais je ne recommencerai ça. Et donc là, l'idée, c'était justement d'entraîner nos IA plus simples, plus petites, sur des très petits volumes de données, en travaillant, en multipliant donc les algorithmes, comme je l'ai dit, des K-nearest neighbor, des chaînes de Markov, des algorithmes de régression. Donc on voit, on est vraiment dans, c'est low-tech quasiment comparé à ce qu'on peut voir en IA générative là. Euh, donc, de travailler avec des algorithmes simples, mais de les combiner de manière extrêmement complexe et éventuellement de permettre aussi que ce dispositif que ça venait créer puisse aussi s'informer lui-même pour prendre certaines décisions. Donc, il y avait quand même aussi cette dimension-là. Et, euh, et ça a vraiment été très, très ça a très bien fonctionné. Le small data, je recommande pour les personnes en art vivant de chercher d'abord avec du small data avant de décider quoi que ce soit d'autre si on veut intégrer ces technologies. Et puis bah, aussi, je me suis intéressée à l'évolution perceptive des interprètes du projet vis-à-vis du dispositif technologique, en sachant que le dispositif, il est entré, il ne jouait qu'une seule note. Et à la fin, il faisait des propositions complexes. Et donc, quelque part, je m'intéressais à ce qui était dit, quels étaient les types de mots qu'ils employaient, leur attitude générale, hein, est-ce qu'ils étaient agacés, est-ce qu'ils étaient partants, est-ce qu'ils voulaient voir comment fonctionnait le dispositif pendant qu'il était en train
donc voir l'arrière de la machine, on va dire, hein, dans Max, Wakinator et d'autres logiciels qu'on utilisait. Donc, c'était quoi leur curiosité technologique, c'était quoi leur prise de position, etc. J'arrive quand même bientôt au bout, juste pour vous dire. Euh, ça m'a permis de voir que quelque part, il y avait un peu quatre profils que je pouvais distinguer parmi les interprètes avec qui j'ai travaillé. Ceux qui d'emblée étaient défavorables à la technologie, donc qui étaient agacés, qui peut-être même n'étaient pas forcément... tout le monde savait qu'il allait avoir ces technologies sur le projet dès le départ, hein, mais certaines personnes n'étaient pas pour autant favorables à la technologie en général, et certainement pas avec les IA. Il y avait aussi des gens qui étaient favorables. Alors eux, par exemple, c'est drôle parce que dans les relations, on va voir qu'ils vont avoir tendance à surjouer la relation. Donc, ils vont absolument essayer de réagir au dispositif, par exemple. Euh, alors que ceux qui sont défavorables vont plutôt avoir tendance, en général, à essayer de le contrôler, par exemple. Et de s'agacer parce qu'ils n'ont pas le contrôle. Parce que pour que ce soit un partenaire, il ne fallait pas que les humains, individuellement, aient le contrôle sur le dispositif. On ne contrôle pas son partenaire. Son partenaire choisit ce qu'il fait. Et donc, c'était ça aussi. Des gens qui étaient plus neutres verticaux, c'est-à-dire que oh, ben moi, la technologie, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de problème, ils n'en parlaient pas négativement ni positivement forcément, mais par contre, dans leur hiérarchie de prise de décision, à quoi ils réagissaient dans l'improvisation, ben, ils allaient toujours mettre l'humain avant la technologie, par exemple. Et puis, des gens au comportement que j'ai appelé neutres horizontaux, qui ne témoignent voilà, qui témoignent ni d'une grande curiosité, ni de pas de curiosité, mais qui prennent en compte la technologie comme une autre information. C'était des personnes qui avaient tendance, en fait, pour s'orienter dans l'improvisation, à juste tout prendre comme des signaux et des informations. Donc, la masse des corps en mouvement, les sons, tout ça venait se mélanger d'une manière très horizontale dans leur prise de décision de mouvement. J'ai pu observer qu'il y avait une évolution quand même dans l'ensemble des profils hein, que je viens de nommer. Donc, c'est-à-dire que des plus réfractaires vers les plus positifs, il y avait une évolution dans leur manière d'appréhender la technologie. Et à la fin, les gens étaient comme, ça y est, là c'est bon, c'est vraiment, c'est un bon partenaire. Donc, même les plus réfractaires disaient, ah ben là, maintenant c'est rare les moments où je me dis que ce que le dispositif fait, c'est off par rapport à ce qu'on est en train de vivre au plateau. Donc, un des enjeux aussi qui a été assez intéressant, c'est de me rendre compte de l'impact de l'esthétique sonore sur leur réception, de la qualité de réaction du dispositif. Donc, ce n'était pas du tout le comportement, mais la note ou le son leur donnait l'impression parfois que le dispositif en fait, n'était pas juste par rapport à l'action, à la notion de justesse qu'on a en interprétation, en particulier en théâtre. Eh bien, ça leur semblait incohérent, si on veut, ou non adapté. Et donc, c'était comme une fausse note, littéralement, mais par rapport à l'action en cours au plateau. Donc, ça a été aussi de jauger, de comprendre tous ces types de réactions pour adapter le dispositif d'une manière très itérative. Jusqu'à la dernière présentation publique, il y avait des itérations qui étaient faites, soit dans les entraînements, soit dans les paramètres de sensibilité et des choses comme ça. Dans les autres trouvailles aussi que la recherche a permis, bah, c'était de repérer les changements dans l'expérience collective en scène, c'est-à-dire non pas ce que les personnes disaient, mais ce qui était observable des comportements du groupe, par exemple avec une surreprésentation de certains motifs. Donc, quand les interprètes, donc je vous ai dit là que j'ai dû créer un peu une analyse du mouvement collectif, eh bien je le faisais fonctionner par motif chorégraphique, hein, motif relationnel. Et quelque part, dans les dernières expérimentations, là où ça a le mieux fonctionné en termes de relation entre les humains et le dispositif, j'ai pu voir la surprésence de certains motifs qui étaient moins là avant, ou la transformation de motifs aussi de l'un vers l'autre dans une logique de complexification. J'ai pu voir aussi qu'il y avait une réflexion à apporter quand même que les arts vivants pouvaient apporter par rapport à la notion justement d'agentivité et d'adaptabilité technologique dans le contexte des arts vivants et la pratique collaborative, parce que les IA, quand on pense leur autonomie ou leur degré d'autonomie ou d'agentivité, c'est souvent, les théories qui ont été faites à ce sujet-là viennent souvent des arts et technologies, mais on va dire plus arts visuels ou arts médiatiques et technologies. Enfin, c'est rarement les gens des arts vivants, sauf que du coup, on oublie
oublie de prendre le paramètre que le dispositif, quand il fait partie d'un collectif, et bien par conséquent, il a peut-être besoin de moins d'autonomie structurelle, je ne sais pas comment le dire, ou en tout cas, il y a quelque chose dans son autonomie propre est un peu est un peu amoindrie, dans le sens où elle n'a pas besoin d'être tant développée pour donner, pour être efficace dans le collectif, parce que c'est la même chose pour les humains, hein. On remet un petit peu en question notre agentivité individuelle parce qu'on se greffe au collectif, et donc le collectif en tant qu'entité gagne sa propre agentivité et on en est une partie. Et donc il y a une limitation de l'agentivité individuelle au profit d'une agentivité du groupe. Et quelque part, il y a un peu cette translation-là qui peut être faite aussi au niveau du dispositif. Et donc la thèse, elle amène un petit peu une piste de réflexion là-dessus, sur la notion d'agentivité technologique dans ce contexte précis. Est-ce qu'elle peut être repensée? Puisque le dispositif a des impacts très observables sur l'expérience. Et puis, l'idée, c'était aussi d'offrir un exemple pratique dans le design pour le champ du More Than Human-Centered Design, parce qu'il y a des théories qui émergent de ce champ quand même nouveau, hein. Je pense que les premiers écrits, on est autour de 18, 19, puis 2018, 2019, 2020, 21. Fait que c'est là les premiers écrits, puis après, il y a un champ qui se crée un peu plus après ça. Donc, c'est quand même nouveau comme champ. Puis, ce que disent les chercheurs, c'est qu'il y a beaucoup de réflexions théoriques, mais il y a très peu de mise en pratique quelque part. Et moi, même si je ne m'étais pas appuyée sur ce champ au début de ma recherche, parce que je l'ai commencé avant qu'il émerge, eh bien, à la fin, je pouvais dire, ah, ben, je me rends compte qu'il y a énormément de mise en pratique qui ont été faites spontanément dans dans mon travail et ma collaboration avec Craft qui finalement collent avec les recherches en More than Human-Centered Design. Alors voilà, et puis, si vous voulez, je peux vous montrer un petit extrait. Et je ne parlerai pas de l'axe 2, mais l'axe 2, c'était vraiment plus sur un nouveau projet qui va arriver, qui s'appelle Figuration ontologique et qui est un triptyque plus narratif sur les relations entre ces trois femmes, donc ces trois histoires de femmes en marge, économiques, sociales euh, et culturelles, et qui et sur leur relation à la technologie ou à des entités non humaines. Et ça, on le fait en partenariat avec Topo. Ça va être sur les 3 prochaines années avec mon partenaire Ravdeli du Laborare, ou Laborar, on peut le dire comme on veut. Et avec Topo, c'est ça, jusqu'en 2028-2029.
Alors, un grand merci pour cette présentation, Marine, extrêmement intéressante encore une fois. Ce que j'ai trouvé, une des choses évidemment qui m'a parlé, c'est que cette recherche qu'on fait sur l'intelligence artificielle à l'intérieur de notre projet actuel, avec Jean-Marc, Fabien, particulièrement Jean-Marc, où on travaille ensemble depuis des années, et c'est vraiment la question de la tromperie, les puissances du faux qui nous ont amenés à l'intelligence artificielle, hein. C'est vraiment cette ligne-là. En tout cas, moi, personnellement, ça a été très fortement cet aspect. On réfléchissait sur la tromperie, puis tout à coup arrive le phénomène de l'IA dans l'espace public. Ça m'a vraiment frappé beaucoup. Et voilà, on est rendu ailleurs maintenant. Mais c'est intéressant ce que tu disais d'abord, là, pour commencer au niveau du simulacre, le lien entre le simulacre et la duperie, qui est effectivement dans notre imaginaire collectif depuis tellement longtemps, ne serait-ce qu'à travers les représentations du cinéma. L'être artificiel est toujours considéré comme un opposant, comme un adversaire. Il y a toujours ces angoisses, ces craintes qui sont autour du personnage de l'être artificiel. Et je trouvais intéressant donc de dire, nous prenons ça à l'inverse et on essaie de voir comment on peut représenter de façon positive une autre forme de relation avec l'agent conversationnel, l'être artificiel. Donc ça, c'est un des éléments d'une part que je retiens de ce que tu nous as discuté. Donc, une figure qui est en train de s'inverser dans le travail que tu fais, il me semble, et qui nous amène à dire que l'agent conversationnel est un miroir finalement. Tout ce que tu disais, tu parlais des danseurs, comment les comportements des participants versus l'IA, et on voit que c'est un laboratoire pour observer la façon dont les participants se comportent. Donc, cet effet miroir qui nous est amené à cause des agents artificiels. Alors donc, voilà, je n'ai pas de questions spécifiques, mais tu peux réagir à ça, puis après, Oui, je ah oui, suis bien sûre sûr. que des questions Ouais. vont peut-être venir de Jean-Marc et puis de Julie Michel, hein, dans le domaine du théâtre, bien sûr, des arts vivants. Alors, bah, juste pour dire, comme les interprètes, ils n'étaient pas là un peu comme des cobayes ou des souris qu'on observe dans une cage réagir à quelque chose. Là, c'était pas tant ça, c'était plus de comprendre aussi comment nous, on travaille, où est-ce qu'on met l'importance dans la notion de partenariat et comment est-ce qu'on peut travailler un design technologique derrière qui allait essayer de prendre part à ce collectif. Donc, il y a un peu quand même la question de est-ce qu'on est prêt à faire de la place à des entités non humaines, mais aussi c'est quoi les limitations? Parce que dans les comportements, typiquement, il y a des choses que les humains pouvaient faire qui étaient extrêmement intéressantes, hein. Par exemple, la notion de contrepoint. Donc, par exemple, tout le monde est en train de courir. Je donne un exemple qui n'est pas forcément ce qu'on trouvait dans le travail, mais tout le monde se met à courir en rond et une personne fait une ligne droite en marchant très, très lentement. Et là, cette personne crée un contrepoint, complexifie notre rapport en tant qu'observateur à la notion de rythme, hein, et de durée, viennent complexifier notre expérience. Et c'est très intéressant, cette personne qui choisit d'être contrepoint, c'est aussi une manière d'être avec les autres. Le dispositif technologique, s'il est contrepoint, très vite, on a l'impression qu'il est brisé, qu'il réagit mal, qu'il ne fait pas ce qu'il doit faire quand il ne suit plus l'action, mais qu'il essaie de la complexifier quelque part. Alors, il y avait des choses intéressantes à ce niveau-là, de voir aussi quelles étaient les limitations pour une technologie à emprunter ces actions humaines. Évidemment, c'est nous qui entraînons cet algorithme, enfin ces algorithmes ou ce dispositif à faire ce type d'action, on s'entend. Mais quand ça survient dans l'événement, ben, cette impression de choix, hein, du dispositif était quand même là. Les humains parlaient d'une manière très anthropocentrée du dispositif technologique. D'ailleurs, souvent, ils disaient l'intelligence artificielle comme s'il n'y en avait qu'une, alors qu'ils savaient pertinemment qu'il y en avait énormément. Donc, nous, on travaille énormément à communiquer autour de tout ça. La présentation aussi publique, hein, comme j'ai dit, il fallait trouver des dramaturgies du laboratoire quelque part qui s'ouvrent au public pour permettre à la fois de continuer d'explorer et de ne pas rentrer trop dans la logique spectaculaire, tout en pensant l'événement qui allait être perçu comme un spectacle pour le public. Donc, il fallait aussi réfléchir à ça, hein, par rapport à la duperie, à la tromperie. Comment est-ce qu'on pouvait ne pas générer involontairement une duperie? C'est-à-dire ne pas donner l'impression que le dispositif était là, omniscient, présent, autonome dans l'interaction. Donc, à chaque fois, il y avait une performance. Quand la performance finissait, ce qui était improvisé, hein, donc on ne savait jamais combien de temps ça allait durer, mais généralement, on va dire 10 minutes, 15 minutes. Bon, voilà, une performance. Et puis après, on faisait un débriefing collectif devant le public.
et les interprètes parlaient de ce qui s'était passé pour eux dans la relation avec l'IA, enfin avec le dispositif, moi-même j'ai dit IA, avec le dispositif technologique et entre eux. Et puis, deuxième partie, encore une performance. Et là, le public pouvait poser des questions, réagir. Et dans les réactions, on a eu des questions très techniques, des questions très philosophiques et des réflexions qui n'étaient pas des questions du type faut faire la guerre aux machines, etc. Et voilà, donc c'était riche comme expérience, je pense. C'était aussi ramener ces questions, enfin, cette place faite au public pour interagir aussi, poser des questions pendant l'événement artistique. C'était aussi une volonté pas de recréer une agora, mais un petit peu, quoi, de dire, mais qu'est-ce qu'on vit là concrètement? Qu'est-ce que les interprètes ont vécu concrètement? Quelles ont été les questions qui sont posées en cours de route? Par exemple, c'est arrivé, un interprète il disait, ben moi, là, j'étais comme appelée par l'IA, par le dispositif, parce que je trouvais que ce que le dispositif faisait était vraiment en résonance avec ce que moi, j'étais en train de vivre, alors que ma partenaire, qui était aussi au plateau, finalement, on était en train de se quitter, on n'était plus vraiment ensemble. Et là, je savais plus si je devais changer ce que je faisais pour rejoindre ma partenaire humaine ou me laisser aller avec le dispositif. Donc, ils vivaient aussi ce type de confrontation parfois, hein, d'ordre éthique quasiment aussi dans leur travail. Euh, et voilà, pour réagir, juste pour dire, comme il y a toute cette notion aussi de se comprendre nous-mêmes, parce que comment est-ce qu'on veut savoir quel type de relation on va avoir avec les technologies si on ne sait pas déjà comment nous, on fonctionne? Qu'est-ce qui fait que c'est important pour nous? Qu'est-ce qui fonctionne pour nous? Qu'est-ce qu'on attendrait d'une relation avec ces technologies? Et voilà, et de l'explorer là dans le contexte de la scène, quoi. Alors, Jean-Marc qui va intervenir, Julie Michel, et puis après, ce serait intéressant de ramener nos deux invités ensemble. En fait, la question de l'acteur pourrait être tout à fait intéressante aussi, Rémi, hein, de voir, je ne sais pas, tu nous as pas parlé beaucoup de cet aspect qui est tout à fait important, évidemment, dans la capture, et puis comment les interprètes, justement, au niveau du cinéma, des jeux vidéo, réagissent à phénomène IA, disons, on va appeler ça comme ça. Alors, Jean-Marc et puis Julie Michel après. Je pense que c'est Jules Michel avant. Julie Michel, enfin, allons-y comme ça. Jean-Marc Merci. d'abord, Julie Michel après. D'accord. Merci beaucoup, Marine. C'est vraiment intéressant. Euh, En fait, j'ai une toute petite question. Euh, En fait, le défi d'intégrer d'une façon ou d'une autre l'IA aux productions en art vivant. Euh, Nous, on vit ça en ce moment avec une production théâtrale et on fait intervenir l'IA live en quelque sorte, des robots conversationnels. L'IA live. Et se pose la question presque morale de euh, quelle place on lui donne, quel cadre on lui donne, en fait, quelle est son agentivité, ce dont tu parlais. Et la question que je me posais, c'était un peu euh, concrètement, c'est quoi le statut? Quel serait le statut de l'IA dans cette production? Est-ce que c'est un co-créateur? Est-ce que c'est un participant dans une mise en scène? Voilà un peu ma question. Ah oui, oui, c'est une bonne question. Je pense que euh, ce qui est important, c'est déjà, il y avait le choix pour nous d'aller vers la notion de partenariat, donc de chercher à ce que cette IA puisse devenir un bon partenaire de scène, enfin, que ce dispositif technologique qui impliquait plusieurs IA puisse devenir un bon partenaire pour ces interprètes-là dans ce contexte de travail-là. Donc, la volonté, c'était d'en faire un partenaire il faut voir qu'il y a, il y a des glissements hein, de statut, je pense, pendant les performances aussi. Il se passe du partenariat à la tentative de le contrôler, Ouais, à essayer de le piéger, à finalement le suivre, à se laisser suivre, à avoir l'impression d'être suivi par le dispositif et que tout varie énormément. Je pense que un des problèmes qu'on a peut-être aujourd'hui dans toutes les réflexions, les débats de la place des IA, c'est qu'on voit les choses d'une manière souvent très dichotomique, hein, ou en tout cas avec des espèces de postures très très arrêtées. Mais dans l'expérience humaine, on vit les choses avec tellement de fluidité et tellement de variations et tellement de complexité que vouloir un statut figé, ça fonctionne pas, je crois. Par contre, quand on se pose des questions sur quelle place donner à la technologie, je pense que déjà on peut avoir, avant de commencer,
il faut idéalement avoir une posture claire, soi-même, philosophique, de la relation à la technologie qu'on souhaite développer. Il y a plein de gens qui utilisent les IA comme des outils et pour qui c'est très bien, hein, Rémi en parlait dans les pipelines de production, etc. C'est des outils de création, des outils créatifs qui sont plus ou moins efficaces. Ici, l'idée, c'était pas que ce soit un outil de création, c'était que ce soit un partenaire d'interprétation. Mhm. Et donc, en ce titre-là, de partenaire d'interprétation dans un contexte d'improvisation collective, on peut dire que l'IA est co-créatrice quand elle Oui. arrive quand elle génère et qu'elle est présente et qu'elle génère une complexification de l'action, qu'elle contribue à l'action commune, et bien comme n'importe quel autre interprète, elle contribue à la création du moment, de l'instant, de ce qu'on vit, de ce qu'on partage. Alors, son statut, il est multiple et il est vacillant et il traverse des zones parfois contradictoires, mais euh, c'est sûr que nous, pour penser un partenaire, il fallait aussi de notre bord qu'on veille justement à la fois à prendre en compte l'expérience des humains, mais pas toujours à accepter toutes leurs recommandations ou demandes. Il fallait aussi garantir une forme d'intégrité technologique, veiller à l'intégrité de cette technologie, à ce qu'elle ne devienne pas juste un outil, justement, qui puisse pas la contrôler, qui puisse pas forcément avoir le choix de son esthétique, voilà, mais en même temps en essayant d'aller pour que ça puisse fonctionner. Ouais. Merci. Alors, je dirais qu'il y a un petit peu un passage entre, lorsque tu parles justement de la relation avec la technologie, c'est une façon de voir. Donc, la technologie, la connotation, c'est l'outil, hein. Ma relation avec un outil, comme on l'a vu évidemment dans toutes les techniques au niveau du jeu vidéo, c'est ma relation avec l'outil. Et l'autre question, justement, c'est ma relation avec l'altérité, ma Mhm. relation avec un être artificiel qui se présente sous l'image, en fait, trompeuse du je, qui peut dire je, qui peut parler en son nom alors qu'on sait que c'est finalement un jeu de langage. Comme dirait Mhm. Wittgenstein, c'est un jeu de langage, on le sait. Il n'y a pas d'identité derrière le jeu. Alors, on passe donc un niveau où on considère que c'est un outil, comme je suis dans le domaine du cinéma, ce sont mes outils, quoi. Je les vois pas comme Mhm. des personnes. Et là, on parle d'une relation qui s'établit avec une altérité, donc avec un être artificiel, avec une personne à laquelle on attribue des comportements humains, des réactions humaines, et on l'interprète et on ne peut pas s'empêcher de le faire en anthropomorphisant le rôle. Oui, et je pense que c'est tout à fait normal cette anthropomorphisation parce que nous sommes des humains et nous vivons le monde à Et travers, c'est nous qui nos mettons. relations sont vécues à travers le prisme de notre humanité, de notre empathie. Et donc, quand justement ils sont en projection empathique sur des comportements de l'IA qu'ils interprètent comme des comportements similaires à des comportements humains, ben, cette projection empathique montre aussi finalement l'intégration du dispositif en tant que membre de leur collectif. Donc, est-ce que Oui, c'est tout un à fait. problème? C'est-à-dire, Je ne pense pas c'est dans ce nous contexte. qui Ouais. on ne peut pas s'empêcher d'anthropomorphiser, surtout lorsque ces agents présentent des caractères affectifs, etc. On ne peut pas s'empêcher. C'est presque connecté ici dans notre cerveau, notre façon, dans la façon dont les enfants, par exemple, vont s'adresser à leurs jouets. Tout de suite, ils créent des existences, en fait. Mhm. Et on fait la même chose avec les agents, et donc c'est là où peut-être des fois on déborde certaines frontières. Je vais passer la parole à Julie Michel en vous rappelant qu'il nous reste à peu près une dizaine de minutes le maximum, donc on va peut-être avoir des échanges un petit peu plus brefs. Donc Julie Michel. Oui, je vais faire ça rapidement pour qu'on puisse joyeusement et rapidement réintégrer Rémi à la conversation. Je voulais juste dire, commentaire général, en t'écoutant, Ariane, ça me ramène un peu à une réflexion que j'ai souvent sur les points de concordance entre le théâtre, entre les arts vivants et les intelligences artificielles ou plus largement l'informatique. Je trouve que les questions de représentation puis de modélisation sont au cœur, tu sais, de ces disciplines-là. Et c'est drôle parce qu'on a l'impression que l'IA, c'est peut-être le dernier endroit la dernière chose qui atterrirait au théâtre, quand pour moi, sur le plan ontologique, ils partagent tellement de choses, dont notamment la notion d'improvisation, comme tu la travailles dans ta pratique, mais c'est vraiment l'improvisation en général, c'est une écriture probabiliste où on va réagir à des prompts. Historiquement, c'est ça, tu sais. Donc, l'idée d'intégrer une IA à ce niveau-là, pour moi, ça fait énormément de sens. Parce qu'on le fait aussi avec d'autres objets
Mais après, la capacité spécifique de l'IA, c'est de pouvoir réintégrer ou réinjecter, disons, de nouveaux prompts à travers la séance même d'improvisation. Fait que ça, bref, petit partage. Ma question très concrète, tu parlais de Small Language Model, c'est quelque chose qui me fascine énormément. Je voulais juste savoir, en termes de volume de données, tes jeux de données, ça ressemblait à quoi pour réussir à faire du SML dans ton processus? Je sais pas si le SML est exactement la même chose. Excuse-moi, ben, Parce que moi, c'est du small data, donc c'est vraiment juste l'approche par petit volume de données Ouais, OK. au niveau de l'entraînement, mais c'était pas lié au langage. C'était, tu vois, moi, c'était Oh, des oui, données oui, mais c'est moi qui a juste. de l'extraction de données de Oui. mouvement. Donc, finalement, c'était des chiffres, hein, mais de l'extraction de données de mouvement qui servaient de données d'entrée. Oui. Et pour donner un exemple, bon, évidemment, comme on travaille par vidéo, on a énormément d'informations à la seconde. Mhm, mhm. Alors, travailler avec des vidéos aussi, ça aidait, hein. Si on avait travaillé avec des photos, ça aurait été différent. Euh, donc là, le fait de travailler sur le mouvement, qui est déjà aussi en continu, on reçoit de l'information et beaucoup d'informations sur peu de secondes. Nous, en gros, pour entraîner un algorithme, on donnait au maximum une dizaine de séquences. Et les séquences, c'était quelques secondes. C'était 1 seconde, 2 secondes. Oh, wow, OK. Fait qu'on est quand même dans du C'était petit. extrêmement petit. OK, OK, OK. C'était incroyablement, fantastiquement efficace pour le milieu des arts vivants. Oui, c'est ça. Je te dis, moi, j'étais prête à rendre mon tablier. Là, j'allais manger mon chapeau. Et finalement, c'est une vitesse d'itération tellement rapide on pouvait, finalement, on ne l'a pas forcément fait, mais on aurait pu réentraîner les algorithmes devant le public. On en avait une quinzaine. On aurait pu prendre 15 minutes pour les entraîner, 15 algorithmes, 15 minutes à peu près pour les réentraîner avant une performance. Ben oui. Ou même Ou prendre le juste en début réentraîner du certains entre spectacle, puis tu deux. réentraînes live la fin. Bref, merci. J'étais curieuse de savoir. Fait qu'assez court. C'est Après, c'est de la minuscule. vidéo, comme tu dis, mais minuscule quand même. Merci beaucoup. Ouais. C'est gentil. Merci, merci. Donc, il nous reste très, très, très peu de temps, un petit 5 minutes. Ça serait intéressant, peut-être, Rémi, donc, pour te réintégrer dans la conversation, comme nous disions tout à l'heure. Peut-être si tu peux réagir, en fait, sur des aspects, justement, soit de la direction d'acteurs ou, donc, ce que tu nous as montré, par exemple, c'est la création de décors, d'environnements. On sait que c'est des environnements réalistes. On le voit tout de suite dans l'imagerie que tu nous as présentée aussi. Est-ce que dans le travail que tu fais avec les étudiants et tout ça, il y a une dimension justement de la question de l'acteur humain, la relation entre l'acteur humain et son substitut éventuel de l'être artificiel qu'on voit évidemment beaucoup dans les jeux vidéo en particulier, hein, où on a franchi cette étape où ce n'est plus des humains, c'est des êtres artificiels avec lesquels on interagit. Donc, est-ce qu'il y a des dimensions dans le travail que tu fais avec les étudiants de ce côté-là? Non. Ah! C'est... Malheureusement, c'est en dehors de mon champ d'expertise. C'est un sujet que je Oui. trouve extrêmement intéressant, hein, à bien des égards. J'ai un collègue, Georges Gagneret, qui s'intéresse voilà, au sujet des directions des acteurs, des relations entre théâtre et nouvelles technologies. Il a vraiment beaucoup de choses très intéressantes à dire dessus. Il s'intéresse notamment à comment les outils d'intelligence artificielle transforment notamment les outils de captation Oui. et des nouvelles motion capture, c'est-à-dire nous typiquement à ATI, on a une salle de motion capture et ce qu'on fait traditionnellement c'est des caméras thermiques qui captent les gens avec la tenue de lycra et les petites boules blanches, qui était déjà un sujet de débat en fait hein, sur le voilà est-ce que c'est remplacé de travail des acteurs et en fait on s'est rendu compte que non, c'est jouer des acteurs virtuels en motion capture, c'est jouer d'une certaine manière qui Oui. n'a absolument rien à voir avec des acteurs en fait en réel, en physique. Donc c'est un travail en soi. C'est juste une nouvelle branche en fait. Et donc se pose aussi cette question, bah, justement, l'interaction avec des acteurs virtuels. Bah, comment, quand on l'a en face, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Alors moi, je me suis amusé pour une expérience que j'aime bien faire. J'aime bien la raconter. J'aime bien le principe, comment on appelle ça, du magicien d'Oz.
Et c'est l'idée qu'en gros, on triche complètement l'interface. Et donc j'avais fait un avatar qu'on pouvait contrôler. En fait, on se présentait devant cet avatar qui bougeait, qui pouvait bouger les bras et puis qui nous suivait de gauche à droite. Et donc les gens arrivaient devant et en fait, bah, remarquaient qu'en levant le bras, le personnage bougeait les bras, en allant à gauche, il se soulevait. Et en fait, j'étais juste derrière en train de contrôler des sliders à la main. Et donc c'était complètement triché. Mais on voyait que là, en fait, la technologie était uniquement située sur l'image et en fait, il y avait une correspondance humaine en fait. Donc c'était un petit peu un jeu. Ouais. Voilà, pas du tout d'IA dans cet exemple, mais je trouvais ça marrant de ramener que finalement, bah, c'est pas mal aussi de ramener de l'humain, et c'est ce que j'ai trouvé super intéressant dans ta présentation, Marie, c'est cette tension entre l'humain, l'artificiel, et finalement comment l'artificiel aussi, il amène son degré de créativité, que ça fait en dialogue, et avec l'humain, en fait, qui est pas forcément écrasé, au contraire, c'est complètement complémentaire, ça amène des nouvelles choses. Moi, je trouve que c'était un En, en très belle scène, illustration. Et qui est le nom? Peux-tu répéter le nom du collègue? Le mien, c'est Georges Gagneret. On il y a pourrait aussi l'inviter quelque pour une chose sur séance. la... Pardon, vas-y. On J'allais pourrait réagir, mais je l'inviter. Alors, on déborde un petit peu, mais ce serait intéressant de l'inviter justement. Je dirais simplement que le temps va nous manquer. Évidemment, Fabien, ça aurait été intéressant que tu interagisses à la question d'agent conversationnel et jeux vidéo et tout ça. Mais j'ai envie de dire qu'on est dans une figure un petit peu d'opposition de la façon on aborde l'agent, l'être artificiel, l'agent conversationnel dans les arts vivants et dans les jeux vidéo. Il y a une espèce d'opposition. Parce que dans les jeux vidéo, justement, c'est un remplacement total. Les personnages qui sont des personnages ou des personnages non joueurs sont tous des êtres artificiels qui, très souvent, à cause de comment le jeu vidéo est constitué, constituent des imitations. On essaie d'imiter au plus près le comportement humain, alors que dans les arts vivants, on voit comment il y a un déplacement très grand parce qu'on va observer justement beaucoup, dans le fond, encore une fois, l'agent conversationnel en tant que miroir de nous-mêmes, finalement, en tant qu'être humain. Alors, on voit ça serait vraiment intéressant comme chantier, je dirais, tout ça. Donc, écoutez, on va terminer là-dessus. Donc, d'abord, je tiens à remercier nos deux invités. C'était absolument passionnant. On voit que ça ouvre toujours des nouvelles portes, évidemment, à nos discussions, nos conversations qu'on a dans ce séminaire. Ça serait intéressant, effectivement, d'avoir des invités qui viendraient justement parler de ces deux points de vue-là, la question de la direction d'acteurs dans le contexte des jeux et celle. Donc, merci à tous et à la prochaine.